Le ministère de l'Éducation présente Orthogiciel, un programme accéléré d'apprentissage de l'informatique. Et voici la 42e leçon avec vos vulgarisateurs, Lise Payette et François Tassé. Bonjour Lise. Bonjour François. Savez-vous ce que nous allons étudier aujourd'hui? Ma foi, spontanément, non. Eh bien, aujourd'hui, nous allons analyser la fonction on. Et si le temps nous le permet, la fonction push. Bon, alors résumons. Si j'ai bien compris, nous analyserons les deux fonctions que vous avez nommées. Voilà, on et push. On et push. Exactement. Commençons donc tout de suite avec la fonction on. Pour ensuite continuer avec la fonction push. Si le temps nous le permet. Alors la fonction on sert à mettre l'appareil en marche. C'est ce qui nous permettra ensuite d'utiliser toutes les autres fonctions. Pas trop vite. Si j'ai bien compris, il faut actionner la touche on préalablement pour pouvoir actionner quelque autre fonction que ce soit. C'est cela, car si l'ordinateur n'est pas à on, il est à off. Attendez. Vous voulez dire qu'il y a une touche off? Pas exactement. Mais si l'ordinateur n'est pas à on... La fonction de mise en marche de l'appareil. C'est cela. Eh bien, s'il n'est pas à on, il est à off. Bon. Donc, aujourd'hui, nous analyserons les fonctions on et off. Si vous voulez. Car il s'agit de deux fonctions différentes. Oui, c'est un peu comme les deux côtés du cerveau. Ah bah, parce qu'un cerveau a lui aussi plusieurs fonctions. Peut-être pas le vôtre, Lise. Je crois que je commence à comprendre. Il était temps. Ça fait 3 semaines qu'on tête là-dessus, grosse épaisse. Donc, c'est fantastique. Car en mettant la touche off à on, on peut faire n'importe quoi, ou presque. C'est vrai. On peut utiliser différents programmes, jouer à des jeux vidéo et même écrire des téléromans plates. Oui. Alors, c'est tout pour cette semaine. Et la semaine prochaine, pour la 43e leçon, qu'y a-t-il, François? Eh bien, nous analyserons la fonction on. Et si le temps nous le permet, la fonction push. Push, de l'anglais qui signifie peser. Ou peser beaucoup dans votre cas. Et là. RBO. Ça avait tout le temps l'air meilleur dans ma nostalgie que quand je la réécoute. C'est sa première fois. Excusez-moi, c'est ma première fois au musée. Ah, RBO. Je voulais commencer sur un beau petit clip qui nous met dans l'ambiance des années 80, les débuts de l'informatique et l'humour qui est tellement mieux dans sa nostalgie que quand tu le réécoutes maintenant. Là. Il y a des grosses épaisses, des affaires de même. C'était facile. Mais bon, fait que, c'est ça. Ben, moi, je voulais juste nous mettre le sujet en bouche un peu. Je sais qu'il y a un amuse-bouche officiel au début de session. Là. Mais ça fait un bout quand même que l'informatique et le numérique, entre guillemets, ça existe. C'est vrai. Puis le but aujourd'hui, c'est juste de se donner une petite perspective historique assez longue pour voir comment est-ce qu'on peut arriver à une situation relativement désagréable comme la belle image de Remi nous décrit. Fait que ça, j'avais fait une petite présentation. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Yes. Tiens, toi. Là, je suis pas un super expert là-dedans encore. Là. Ah non, ben tu peux aller dans slideshow en anglais. Ouais, ben, en anglais, c'est slideshow. Le menu slideshow en haut. Ah! Puis là, techniquement, on fait juste cliquer pour avancer de slide en slide au moment approprié. Là. Ok, bon, anyway, gars, je vais y aller comme ça. Ouais, c'est ça, il n'y a rien qui se passe. Fait que, tu sais, c'est ça. Bon, j'ai fait une petite intro, au début de la rencontre aujourd'hui, là. L'idée, c'est que mon beau petit cerveau s'est allumé comme un gros sapin de Noël quand j'ai vu qu'il y a une entrevue que Ezra Klein avait faite sur son podcast avec deux personnes qui, c'est rare que tu les vois dans une même salle ensemble. Puis je me suis dit, oh my god, si je les vois ces deux-là, ça va donner quelque chose de pas pire. J'ai pas été déçu. Une des personnes, je pense que il y a le terme enchitification, je regarde un petit peu les commentaires, mais il n'y a pas grand monde qui sont surpris de ça a quand même fait le tour des tribunes des derniers mois, puis ça sonne bien comme c'est un terme que les gens connaissent. Ben, c'est ça, enchitification, ils vont en parler en masse durant l'entrevue, là, mais pour décrire ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est Cory Doctorow.
C'est un gars qu'on va voir justement dans l'entrevue. Il parle justement, il utilise le terme enshittification en anglais. Puis le terme, c'est merdification en français selon l'Académie française. J'aime ça, ça me va. Mais pour décrire, grosso modo, ils vont aller beaucoup plus en détail plus tard, l'espèce de cycle de dégénérescence dans lequel sont prises les principales plateformes dans lesquelles on est. Donc, médias sociaux, tu sais, pourquoi... Facebook, ça dégénère. Pourquoi toutes les plateformes qu'on a qui sont gratuites deviennent de plus en plus captives, puis essayent d'accrocher ouais, notre attention c'est plein à de choses bots, comme ça. puis la pub dépasse toutes les limites morales qui existent. L'important, c'est juste la légalité. Là. C'est ça. Puis ouais, tu sais, ouais. Cory Doctorow, il est quand même smart, le bonhomme, ça fait longtemps qu'il écrit là-dessus. C'est un des activistes quand même les plus intéressants sur le sujet. Et il a quand même touché un air avec ça. Et d'un, parce que le terme, il roule bien. Ça se score bien, ben oui. C'est le fun de pouvoir dire shit à la TV, donc tous les journalistes aimaient ça. L'autre bonhomme, par exemple, peu de personnes vont le connaître, puis c'est pas prétentieux ou quoi que ce soit, j'ai plus du côté policy, c'est Timothy Wu. Mais tu sais, Tommy, dans notre vie, on a tous eu des expériences formatrices où est-ce qu'on a été regarder des raccoins un petit peu spéciaux de l'humanité. Moi, je suis passé faire la maîtrise à l'UQAM. À une époque, c'était autour des années comme 2010-2015, où est-ce que, tu sais, j'étais arrivé avec un background en informatique, au niveau de la technique. Donc, tu sais, j'étais background de praticien en informatique qui dit « Hey, il me semble durant mon bac, on a à peu près pas parlé d'ordi, puis il me semble que ce serait temps. Là, ça arrive, c'est Internet, cette affaire-là. » Puis là, j'arrive à la maîtrise, puis il n'y a pas grand-chose qui est écrit. Fait que moi, je parle à ma prof, elle me dit « Hey, tu devrais te trouver un cadre théorique, trouver ton sujet, des choses de même. » Mais il n'y a rien qui est saisissable. Tu sais, à maîtrise, tu n'es pas supposé faire de la nouvelle recherche, il faut que tu fasses état de ce qui existe. Puis moi, j'arrive dans cette période-là où est-ce que, tu sais, quand on regarde le champ qui s'appelait la gouvernance d'Internet, puis comme vous le voyez, j'aime quand même le sujet, c'est quelque chose, t'avais soit les techno-utopistes totalement flyés qui disaient « L'Internet, c'est un espace sans frontières, où est-ce que les êtres humains vont connecter, puis blablabla. Bla. » T'as les plus capitalistes qui disent « Ah ouais, ben écoute, on va faire des sites web, on va faire du cash, ça va être bien le fun. » Ça en fait de la place pour de la pub. Mais du côté politique, il n'y a pas eu de réflexion qui avait été engagée à ce moment-là. C'était un espace de collaboration, il n'y avait pas encore de gros problèmes. Moi, je me dis, ça commence. Voir le Far West là, dans les débuts. Là, c'est ça. MIRC ici, c'est... Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'était pas encore problématisé. Puis Timothy Wu, c'est un des livres que j'ai lus, que je me rappelle, c'était... en tout cas, on va le voir tantôt, le titre m'échappe, là. Mais... grosso modo, c'est un des auteurs que j'ai vu qui avait... C'est un prof en droit, qui est toujours prof en droit, qui avait fait un livre sur comment l'espace Internet est quand même soumis aux lois des États, comment est-ce que c'est utilisé par des politiciens, par exemple pour restreindre les droits des gens, pour restreindre les accès au niveau, par exemple, des firewalls nationaux, des choses comme ça. Okay. Comme quoi, la politique traditionnelle a quand même une importance sur ce qui se passe sur Internet. Puis on devrait le voir non pas comme une espèce de fairy tale qui est en parallèle de l'humanité, mais comme la marine marchande qui a rapproché les différents pays, les personnes d'un peu partout, mais qui régit quand même les humains, qui génère des problèmes qui méritent d'être encadrés et réglés potentiellement. Mais je m'avance quand même un peu. Grosso modo, c'est quand j'ai vu Cory Doctorow, je me suis dit, ça va être le fun, mais on le voit souvent, il est dans son tour pour faire c'est dans son book tour. Mais quand je me suis dit, Timothy Wu, en plus, est là, j'ai vu, OK, on va voir de quoi ça a l'air quelqu'un qui est vraiment critique. Cory Doctorow, il est très, très libertarien, relié à l'Electronic Frontier Foundation, avec quelqu'un qui, en tout cas pour moi, incarnait vraiment le mieux l'espèce de volonté libérale de « Ah ouais, c'est préoccupant l'Internet, peut-être qu'on devrait faire de quoi? » Okay. Puis étant donné qu'il était conseiller de Obama et puis Biden, il était en position d'avoir fait de quoi. Okay. Je me suis dit, les deux perspectives, ça va être intéressant de les voir ensemble. Fait que j'espère qu'on va pouvoir regarder ça. Puis l'entrevue, je l'ai vue en fin de compte. Moi, je l'ai trouvé très intéressante. J'espère que ça va être le cas pour vous autres. Ça va quand même toucher sur beaucoup des problèmes qu'on a actuellement. Donc en gros, tu nous dis que tu as fait une maîtrise en système politique, quelque chose comme ça? L'histoire est un peu plus longue. C'est qu'en fin de compte, j'avais trouvé mon sujet. OK. Puis le sujet, en fin de compte, j'ai pas trouvé quelque chose de vraiment critique. Fait que j'ai vu, il y avait le scandale Snowden. On va aller dans une conférence voir qu'est-ce que le monde en pensait. Puis est-ce que
grosso modo, je résume bien gros, là, mais qu'est-ce qu'il pense du gouvernement américain qui chapeaute Internet dans une grosse conférence internationale? Fait que c'est un sujet un petit peu, cette espèce d'information-là, puis de cloud, puis de discussion éthérique, c'est des affaires qui t'intéressent. Et d'une manière jusque dans des études professionnelles. Puis là, tu nous dis que le corpus de ton blog ce soir, ça va être une entrevue entre un gars qui s'appelle Cory Doctorow. OK, Cory Doctorow, genre Doctorow. Quand tu vas le voir écrit, ça va être plus proche. Parfait. Et un autre qui s'appelait Timothy Wu. Timothy Wu. Parfait, OK, c'est bon. Je te suis là, je suis I'm in. Fait que, grosso modo, je vais faire une petite introduction. L'idée, c'est que le fil conducteur, ça va être l'entrevue qui vient après. Quand même intéressante, quand même relativement longue. Puis ce qui est le fun, c'est que Ezra Klein, bon, c'est le New York Times, on voit le petit logo qui est là, donc on n'est pas dans les médias alternatifs, là, c'est un média très traditionnel. C'est solide, oui. Beaucoup de respect pour le bonhomme, mais des fois, il fait venir des zinzins sur son podcast, puis tu vois qu'il embarque pas. Là, il a sa bullshit face, puis ça lève pas du tout. Là, ce qui est le fun, c'est que tu vois, il est en train de nerder avec les deux en même temps. Moi, j'ai bien aimé ça. Fait qu'on va faire. L'idée, c'est que, étant donné que j'ai passé une partie non négligeable de ma vie sur le sujet, et vu l'évolution aussi de tous les problèmes qu'on voit actuellement depuis pas mal autour de 30 ans, je voulais faire un petit peu d'enrobage contextuel autour. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé avec le beau vidéo de Lise Payette et de RBO. Là. Ça remonte à loin l'informatique. T'sais, on parle du monde de pas mon âge, mais un peu plus vieux. Ça, c'était l'année 85 à peu près. Là. Moi, quand j'ai commencé à penser peut-être à être programmeur, c'était le bug de l'an 2000 qui arrivait. Puis là, tu sais, on parle du AI, puis oh my god, qu'est-ce qui va se passer? Ça va-tu remplacer les jobs de tout le monde? Puis est-ce qu'on va se trouver asservi par des intelligences généralisées, nos tech overlords? Ça mérite un questionnement, mais ce qui est le fun, c'est qu'on se posait des questions à peu près aussi similaires, avec à peu près aussi peu de réflexion autour des années 2000. Puis ça donne que je commençais à avoir un cerveau qui fonctionne. Fait que je me rappelle un petit peu comment ça fonctionnait. On a une vidéo dans les trucs que j'avais mis sur ma clé USB que je trouve très très intéressant. C'est Radio-Canada. Puis c'est Bernard de Rome. C'est un petit reportage de rien du tout, genre 5 minutes, sur la catastrophe de l'an 2000. Fait que là, on va voir toute la rigueur et l'esprit critique que les journalistes de l'époque vont utiliser pour contextualiser, comprendre, mettre en perspective qu'est-ce qui a été cet affreux bug de l'an 2000 qui a été réglé juste en payant une couple de programmeurs pour qu'ils fassent leur job et qui upgrade des systèmes. On l'a vu venir, on a agi. Fait que c'est ça. Mais c'était vraiment une catastrophe à ce moment-là. On se demandait, oh my god, est-ce que tous les ordinateurs de la planète vont planter? Les 8 millions de Californiens qui habitent dans la baie de San Francisco sont des gens choyés, il n'y a pas de doute. Mais sont des gens qui ont dû apprendre à vivre avec les catastrophes naturelles. En 1906, un tremblement de terre et un incendie ont complètement détruit la ville de San Francisco. En 1989, un autre tremblement de terre a touché très sérieusement une partie de la ville d'Oakland ici. Il y a un tronçon d'autoroute de 2 km qui s'est affaissé. En 1991, le feu a rasé 3000 maisons qui ont été reconstruites depuis. Ce qui fait que les gens ici sont très sensibles au danger. On sait qu'il y a une autre catastrophe qui va arriver, mais on ne sait pas quand ni comment elle va frapper. Fait qu'on sait qu'il va y avoir une catastrophe, puis ça va tourner autour de l'an 2000. Du fameux Golden Gate, c'est là qu'est né ça va pas aller bien plus loin. En cette fin de semaine de février, les habitants de la baie de San Francisco s'inquiètent du passage à l'an 2000, le fameux Y2K. Le but de cette conférence est de créer une société plus durable. Je milite depuis toujours pour créer une société co-intelligente, par opposition à une société co-stupide comme la nôtre, qui engendre des choses stupides comme le bug de l'an 2000. Santa Rosa, une municipalité confortable à 1 heure de San Francisco. Bill et Cynthia, un couple de graphistes, entrevoient le pire. Ça va ressembler à votre tempête de verglas à Montréal quand les gens ont vidé les tablettes des magasins en quelques jours.
Les fabricants de nourriture déshydratée ne suffisent pas à la demande. Nous avons attendu notre commande 5 mois. C'est un radio à pile solaire, ça? Oui, on le laisse sur le bord de la fenêtre. S'il ne fait pas soleil, on tourne la manivelle et ça fonctionne. Toujours à Santa Rosa, Brad Larson, un anesthésiste, se prépare. C'est très puissant. So you're ready for a long battle? No, I wouldn't say I'm thinking of a battle. Jusqu'à maintenant, il a investi 5 000 $ pour acheter, entre autres, des réservoirs d'eau et un four solaire. Vous dépliez les panneaux de métal et déposez le poisson ou le riz. Et rapidement, la boîte noire absorbe l'énergie solaire et la température monte très vite, à 300-350 degrés, en 15 ou 20 minutes. Ça va te protéger 100% contre l'an 2000. Depuis 1 an et demi, les ventes ont bondi hot. de Je savais pas que ça existait des fours solaires par mois, uniquement à cause des gens qui, comme Brad Larson, craignent le passage à l'an 2000. La nature qui se déchaîne, ce danger de catastrophe, on le croise partout. Ici, par exemple, le long de la rivière Russe qui part de la vallée le de four aux chandelles de Péter. qui est riche en vin et qui se jette dans le Pacifique, près de San Francisco. Fait que le monde, il se prépait, là. Oh, ouais, je me rappelle, ça avait brassé. De pluie, ce qui fait que la rivière a débordé et a écorché au passage des sections de route. Nous vivons à 1,5 km d'une faille sismique et la rivière Russe déborde régulièrement. C'est donc logique de se préparer, comme communauté, à faire face à une catastrophe naturelle ou au bug de l'an 2000. Oui. Incroyable! Dans un ranch tout près de Santa Rosa, bien dit, Pierre. Et son cheval, Madrid, est tout aussi préoccupé par le bug. J'aime la musique de fond pour illustrer toute l'innocence qui va être perdue une fois que l'année 2000 va arriver. Je vais peut-être monter à cheval plus souvent. Ben oui. L'état d'innocence pastorale. Qui est massothérapeute, fait des heures supplémentaires. Un docteur d'espace mémoire va venir t'envoyer. Elle stocke de la nourriture pour son cheval et des semences qu'elle fera pousser dans sa serre. Sa voiture est pleine de graines et de plantes. Chez nous, on a une famille chevaux. Ça, c'est ma plante préférée. Elle produit une sorte de feuille de chou très douce qui fait un merveilleux papier de toilette. Car on prévoit des pénuries de papier de toilette. Faites pousser votre papier de toilette. On a acheté des bidets, nous autres. Ouais. Tabarnak, hein, c'est... OK. Je sais pas, mais est-ce que tu te rappelles, ça a été quoi l'impact du bug de l'an 2000? Ben finalement, je pense qu'on est pas mal passé au travers. Là. On a bien padé tout le monde. C'est ça, il s'est pas passé grand-chose. On a vu, nos bases de données, il me semble que ce serait le fun d'avoir plus d'espace pour des chiffres qui vont plus que 1000. On a changé les champs de mémoire, puis ça a dépassé le 2000, puis ben, ça a été pas mal réglé. C'est ça. Fait que, grosso modo, c'est moi, j'ai mis ce petit reportage-là pour qu'on voit exactement le même vibe qu'on a dans le monde journalistique, dans la mesure où on voit Bernard de Rome qui arrive très sérieux. Il va avoir le bug de l'an 2000. On assume d'emblée que ça va être une catastrophe. Il est allé à San Francisco, aujourd'hui, du monde qui prépare. Là. Avec son producteur, avec tout ça. Puis, tu sais, il va avoir un bug de l'an 2000. Ça va être une catastrophe. L'anesthésiste se prépare. Mais comme la plupart des journalistes, ils n'ont pas de background en tech, ils se sentent pas à l'aise de contredire les prémices de départ, c'est-à-dire, ça va se régler avec la sueur de bras. Le monde était différent aussi dans ce temps-là. Hein. Ben, justement, un petit peu, c'est le but de l'entrevue, puis de plusieurs recommandations de lecture là-dedans, c'est que c'est relativement similaire. OK. Dans la mesure où on dit regardez comme le monde capote, mais on questionne pas les prémices de base. Parce qu'on se sent, j'ai pas d'expertise là-dessus. Moi, c'est pas moi qui est comme président de la firme de AI. Je vais aller y croire, qu'est-ce qu'ils disent. Tu checkeras ce que Ron il a écrit. Je pense que tu vas l'aimer. Là. Les consultants, ben ouais, je veux dire, c'est exactement ça. Fait que, grosso modo, l'an 3000, je sais pas si on va être là. Fait que, grosso modo, l'affaire, c'est que l'an 2000, on est passé à travers, puis je veux dire, les ordis, c'était une part relativement minoritaire de notre existence à ce moment-là. Le problème, c'est que maintenant, c'est plus vraiment le cas.
Puis c'est assez évident que, tu sais, on voit dans l'atmosphère politique ambiante, là, je veux dire, pas mal des problèmes qu'on a, même IRL, ça émane de la sphère technologique. OK. Tu sais, médias sociaux, tu sais, on a des opinions toutes différentes, mais il y a de quoi qui se passe là-dessus. Pas la centralisation des richesses dans les mains, essentiellement de firmes de techno en grande partie. Une de mes jobs, ça a été d'être consultant pour des projets de financement d'entreprise. OK. Puis sur plusieurs années. Puis ça, dans une position assez intéressante, que tu jases à des présidents, des PDG d'entreprise qui te disent honnêtement, OK, mes besoins en investissement, ça va être ça, par exemple, pour aller aux États-Unis. Puis au cours d'à peu près 7-8 dernières années, j'ai vu de plus en plus, tu sais, les budgets marketing au début, c'était « Ah ouais, ben on va se prendre une pub dans un magazine, on va se prendre des pubs dans les journaux locaux, on va financer des influenceurs locaux, des quoi que ce soit. » Ça a graduellement transitionné vers « Ah, je veux 20 000 $ de Google Ads. Ah, je veux 20 000 $ de Meta Ads. » Fait que peu importe si ça vous affecte ou pas, il y a un phagocytage de richesse, une canalisation de richesse qui se fait dans la sphère technologique, puis qui est articulée autour de trucs que beaucoup de journalistes ou d'information en général vont pas se donner la liberté de comprendre. Sauf qu'il y a du monde qui comprennent ça. Généralement, il faut que tu ailles dans les sphères plus académiques puis les trucs plus hardcore. Puis l'idée, c'est qu'on va faire un tour d'horizon un petit peu de ça. De monde qui disent on est quand même des citoyens, on aimerait ça, reprendre un petit contrôle sur notre existence, puis ça s'annonce qu'on a 3-4 diplômes d'université là-dessus et des dizaines d'années de carrière. C'est pas tout vrai ce que Sam Altman dit. C'est pas tout correct qu'est-ce qui se passe avec les médias sociaux. Ouais, c'est pas acquis d'emblée qu'on devrait avoir des dark patterns dans tout ce qui se passe sur Internet. Puis c'est un questionnement que peu de gens se permettent. Donc moi, après ça, j'ai mis une couple de petits exemples croustillants de qu'est-ce qui se passe dans notre dystopie techno semi-fasciste actuellement. On va passer à la slide d'après. Oui, bien entendu. Ouais, c'est AP, là. On voit notre Musk préféré. Je sais pas si c'est une vidéo. Je pense que... Ah oui, tu peux cliquer dessus. On va voir si ça marche. Désolé de gâcher votre soirée. Tu peux avancer. There's so much data. We'll be building models all night. Eh là là. Ok, c'est... Là, t'as ce zozo-là qui arrive, là. Il est essentiellement dans un défilé partisan du président argentin Milei. Ouais. Lui, le CPAC, c'est... Ah ouais, ben c'est l'international conservatrice. C'est l'espèce de Comic-Con pour républicains. Ouais, sauf qu'il y a du vrai cash et de la vraie influence. Exactement. Formé là-dedans. Donc là, il arrive. Moi, dans ma mémoire, il disait « It's the chainsaw of democracy ». Ça pourrait bien fitter aussi. This is the chainsaw for bureaucracy. Ouais. Chainsaw! Chris, qu'il est laid. Un moment édifiant pour l'humanité. On a vu comment, à quel point ça a été un succès stratosphérique, le Doge. Oui. Puis aussi, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, il y a une phase où est-ce qu'au début de l'Internet, puis tu sais, mon début à moi, c'est quand ça a commencé un petit peu à être commercial, mais pas tant que ça. Ou est-ce que c'était beaucoup plus idéaliste, c'était beaucoup moins extractiviste qu'actuellement. Fait que tu sais, Musk, c'est un exemple. Puis là, on voit qu'il y a tellement de cash qu'il se permet d'acheter des trucs pratiquement, d'acheter des compagnies pratiquement multimilliardaires sur des coups de tête. Puis là, c'est un truc que moi, j'avais vu dans ma petite sphère personnelle, c'est holy shit, Gary Gygax, le monde sont allés pêcher... une espèce de citation qui était vraiment, vraiment misogyne. Là, je sais pas si t'en avais entendu parler. Ouais, ben, il est mormon, religieux, bizarre, témoin de Jéhovah, là, le Gary Gygax, puis il y a eu des propos misogynes pas mal désagréables. Là, moi aussi, même, j'étais surpris. Il était comme, Takisis, reine des dragons, puis là, tu vois ça dans... espèce de supplément d'un vieux monde de Donjons et Dragons. Puis il dit « Ah, Takisis, reine des dragons, l'énergie féminine est la source du mal, n'en déplaise aux féministes. » C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que ça fout dans un fucking livre de donjon? Laisse-moi en paix. Fait que là, il y a un gars de Hasbro qui a dit « Ben écoute, Gary Gygax, c'est une figure majeure, mais il y avait quand même des bouts moins intéressants. » Il dit, Elon Musk qui arrive sur Twitter, il dit « Hey, c'est quoi cette affaire-là? Personne va trasher Gary Gygax. Moi, allez les acheter, cette gang de woke là. »
Fait que là, on le voit qu'il l'a fait avec Twitter. Il dit, regarde, s'il vous plaît, va pas acheter Donjons et Dragons. Puis après ça, on a toutes les belles retombées positives qui sont ressorties de notre épisode web 3.0 qui m'a fait grincer des dents. On a Sam Bankman-Fried qui a... Je me rappelle plus le nom de sa plateforme, là, mais grosso modo, plus grande fraude financière de l'histoire de l'humanité à ce stade-ci. Et nous autres, on fait tout à notre échelle. Fait qu'on a les frères Tadros et leur fameuse maison Bitcoin que les ordis qui vont miner des Bitcoins vont tellement faire de chaleur que tu n'auras pas besoin de payer Hydro-Québec. Fait que, tu sais, on voit... Tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'au début, plus de l'informatique, t'avais des réalisations qui avaient un impact globalement et indubitablement positif sur la vie des gens. Ces temps-ci, j'ai l'impression que ça manque. Fait que ça, c'est un petit peu des exemples. OK. Puis là, on voit que la réponse publique, dans bien des cas, tu sais, on a la réponse des journalistes qui, comme Bernard de Rome, ne se permettent pas de contredire les prémices de départ. Donc, vont faire des entrevues puis vont dire aux gens dans des vox pop, « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Tel président de compagnie dit que 80% des emplois vont être perdus. » Tu peux pas réagir, tu peux pas avoir de contexte, tu te sens mal informé. Mais la conséquence de ça, c'est évidemment qu'il y a des lobbyistes qui sont payés très très cher, qui militent auprès des gouvernements pour justement s'assurer que tout ce qui émerge en technologie actuellement échappe au plus de réglementation possible. Comme c'était le cas au début des années 90 aux États-Unis, mais comme c'est beaucoup moins le cas en Europe, Dieu merci, on est là. Mais là, on voit justement, belle initiative de Trump qui est pas capable d'avoir de consensus, fait qu'il fait juste des executive orders qui vont idéalement tomber dès qu'il va partir de là. Mais essentiellement, ce qu'il dit, c'est écoute, il y a tout le monde du AI et du crypto qui me paye des millions, fait que s'il vous plaît, État américain qui autrement avait toute la légitimité de faire ce que vous faites, vous avez plus le droit de faire des réglementations sur le AI. Ça va trop nous nuire commercialement parlant. Fait que ça, en tant que quelqu'un qui s'intéresse à la question, c'est assez désolant de voir. Pour les Américains, je comprends très bien. Là. Je veux dire, on peut pas présumer la bonne foi. Tu peux-tu descendre un petit peu? Fait que, tu sais, ça c'est un petit peu une introduction pour l'entrevue qui s'en vient. Juste mettre en exergue les participants, histoire qu'on connaisse un petit peu le contexte qui est le fun. Ezra Klein, c'est un des journalistes qui est, à mon avis, pas mal crédible dans le milieu américain. Donc, tu sais, journaliste là, présentement, est au New York Times. New York Times, tout le monde a ses opinions là-dessus, mais il y a quand même une longue carrière dans les médias plus de gauche, comme Vox. En tout cas, il y en avait d'autres aussi. Ça fait plusieurs décennies qu'il roule sa bosse. Puis aussi, c'est un des rares journalistes qui essaye de faire marcher son cerveau puis se donne le droit d'essayer de comprendre puis de challenger le monde. Puis c'est ce qu'il fait dans l'entrevue, mais c'est aussi ce qu'il fait en général. Puis, par exemple, un des livres qu'il avait publié récemment, que j'ai trouvé très intéressant, qui s'applique absolument au Canada aussi, c'est Abundance. Donc, le monde, il se fait critiquer parce que le monde, ils lisent le cover, ils disent « Ah, c'est un libéral, il veut qu'on fasse du cash. » C'est un petit peu plus compliqué que ça. Lui, il est très critique de la société qu'ils ont aux États-Unis parce qu'il voit, écoute, en Chine, sont capables de faire construire des milliers et des milliers de kilomètres de rails, alors que nous, à San Francisco, ça fait 15 ans que tous les paliers de gouvernement sont en train de faire des foutues de consultations pour relier genre Los Angeles puis San Diego, puis on est juste capable, après 15 ans, de financer l'équivalent de Montréal-Longueuil. Ouais. Fait que, tu sais, ce qu'il dit, c'est que pour que le contrat social fonctionne, il faut que les pouvoirs publics aient la capacité de livrer la marchandise un moment donné dans une quantité qui fait du sens. Voilà. Fait que c'est une critique qui se tient. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça quand même qu'il y a un certain début de réflexion. Ensuite, on a notre cher monsieur Corey Doctor Who. Doctor Who. OK, là. Vous allez voir leur face bien longtemps. Faites-vous-en pas, ça s'en vient. Lui, écoute, c'est son conseiller marketing qui a eu un gros succès. Enshitification est un titre absolument fantastique. On en a parlé. C'est, tu sais, la zeitgeist ambiante. Moi, je voyais ça quand on voit peut-être les camions quasiment un peu. C'est qu'on a le feeling qu'il y a quelque chose de croche actuellement, puis on n'est pas tous capables de savoir c'est quoi. Enshitification, à mon avis, c'est, tu sais, comme le film de social media qu'on va jaser tantôt, c'est un de ces moments-là, de ces concepts-là qui font catcher au monde. Est-ce que c'est pour ça que je file tout croche quand j'utilise certaines affaires?
Fait que, tu sais, il va parler plus en détail de son livre, mais ce qui est le fun aussi, c'est que Cory Doctorow a une carrière d'auteur ridiculement prolifique. Le gars est relié à la Electronic Frontier Foundation, on va en parler dans quelques petites minutes. Puis ça, c'est à peu près l'organisation par excellence de droit des défenses civiques aux États-Unis. Des affaires de woke. De très très woke. Mais en fait, ils sont plus libertariens que woke. IFF, tu les aimerais bien gros dans beaucoup de trucs de droit public, mais ils vont aussi défendre des opinions de droite puis dire non, tu peux pas taper sur Joe Rogan parce que là. Ils sont très très libertariens. Puis, pour donner un petit peu de contexte aussi, un autre livre qui était excellent, c'est Information Doesn't Want to Be Free. Où est-ce qu'il se permettait, notamment avec, c'était Neil Gaiman qui avait co-écrit, fait l'intro pour ça. C'était un des passages fondateurs, des écrits fondateurs où est-ce que le monde commençait à réaliser, hey, l'économie numérique se structure en plateforme où est-ce que vos chansons vont être données à des fractions de scène, c'est pas à votre avantage, artiste. Essayez de négocier puis de faire usage de votre pouvoir de négociation parce que vous êtes en train de vous faire fourrer puis de vous faire commodifier votre travail. Il avait un peu raison. Fait que moi, en tout cas, il est bien le fun dans l'entrevue, moi je l'aime bien. Mr. Doctor Who. Ah ouais, ça c'est son beau site web, juste qu'on processe le personnage. Là. Ça c'est son fabuleux site web qui date de 1998. C'est pas une plateforme. GeoCities. C'est même pas de GeoCities, c'est pas une Substack, c'est un site web totalement basique, très intéressant. On peut passer à la prochaine. Ça, on va se faire une petite parenthèse, le fun, là, parce que la Electronic Frontier Foundation, c'est très intéressant comme organisation. C'est une organisation libertarienne. Par exemple, quand il y avait beaucoup de soulèvements par rapport... moi, ce qui me vient en tête, c'est SOPA puis toutes les atteintes aux droits et libertés que le gouvernement américain essaye de faire, et certaines fois réussi. Il y a tout le temps des campagnes de financement pour l'Electronic Frontier Foundation, puis en général, ça sert beaucoup. Ça, ce qui est le fun à savoir, c'est que ça a un historique, cette organisation-là, parce qu'un des fondateurs, c'était John Perry Barlow, chanteur des Grateful Dead. Puis... pour comprendre un petit peu d'où ça vient, là, que notre état de plateforme archi-fermée, puis pas le droit de jouer avec ses gugus, puis en tout cas la police intervient, là. Ça, c'était la conception initiale avant que les gouvernements arrivent, avant que l'entreprise privée décide « Hey, il y a du cash à faire ça ». OK. Est-ce que je peux la lire pour l'effet avec... Oui. OK, on va faire lire ça un petit peu longtemps. Fait que A Declaration for the Independence of Cyberspace. On était pratiquement en train de puiser dans le mouvement cyberpunk et puis neuromancer. Là. Governments of the industrial world, you weary giants of flesh and steel. I come from cyberspace, the new home of the mind. On behalf of the future, I ask you of the past, parce que les gouvernements, ça n'existera plus, to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. We have no elected government, nor are we likely to have one, so I address you with no greater authority, that which liberty itself always speaks. C'est à peu près ça tout le long. C'est le cyberespace, c'est un nouvel espace, les gouvernements et les lois n'auront pas d'impact. Laissez-nous faire ce qu'on veut, puis tout va bien se passer. Ça s'est relativement bien passé jusqu'à temps que l'argent décide à pouvoir être fait là-bas. J'avoue que sûrement que Tron a éveillé, je veux dire, il y avait vraiment le cyberespace, ça a dû être capoté d'imaginer ça pour les premières fois. Là. Absolument. Nous autres, on a nos avatars, puis 12 comptes partout, puis on est en train de se rappeler des mots de passe, mais eux autres, dans ce temps-là, c'était autre chose. On ouvre l'esprit totalement. C'était des BBS, c'était des emails. C'était un réseau qui était essentiellement universitaire. Parce que Internet, ça avait été financé par l'armée américaine, oui. Mais en parallèle, ça s'est développé dans le monde universitaire. Fait que, tu sais, jusqu'à l'année 95 à peu près, tu sais, c'était très peu de gens qui l'utilisaient. Tu sais, je fais un petit peu de background pour peut-être ceux qui sont moins... Probablement 93, le gros boom, parce que c'est là qu'on a eu l'Internet en Abitibi, nous autres, en 93. C'est ça. Là 96, si je me trompe pas, c'est là que Clinton a vraiment codifié l'Internet. Le gouvernement américain ne prendra pas de droits de douane, puis il ne prendra pas de taxes, puis les affaires là même, ça a explosé. Fait que, c'est ça. Puis Timothy Wu, que vous allez voir la face aussi en masse. Ça, moi, j'ai beaucoup de respect pour le bonhomme. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que moi, un petit peu ma trajectoire intellectuelle, j'aurais beaucoup aimé être libéral avec, tu sais, pas de parti, mais tu sais, de pensée. J'ai fait mes études de maîtrise en me disant « Oh my God, il y a des problèmes qui se profilent à l'horizon. Si seulement les gouvernements y mettaient leur culotte, ils encadraient ça un peu, on pourrait quand même s'en sortir pas pire. »
Timothy Wu, ça a été un des précurseurs qui a commencé à s'intéresser à la question Who Controls the Internet. C'est un très très bon livre que là, ça date de quand même 20 ans, là, fait que c'est super d'actualité. Mais, puis avec The Master Switch aussi, ce qu'il refaisait, c'est qu'il repolitisait dans une certaine mesure l'Internet. OK. Comme tu disais au début, là, la réflexion qu'on n'avait pas faite, là, lui, il commence à avoir ça, là, ça après commence. la déclaration de l'autre. Okay. Tu sais, on regarde, moi j'ai fait une petite recherche Google Trends là, pour juste confirmer quelque chose que je voyais. Là. Who Controls the Internet a été écrit en 2006. The Master Switch a été écrit en 2011. Où est-ce qu'à un moment, moi j'ai fait ma maîtrise un petit peu, puis ça a été publié de 2014. Puis tu sais, genre, GAFAM, là, quand. Tu sais, moi ce que j'ai vu, c'est quand on a eu un acronyme pour vraiment identifier une espèce de classe de plateformes qui sont vraiment puissantes. Là. Ça, c'est Google Trends d'utilisation du terme GAFAM au Québec. OK. Fait que ça commence autour de 2019. Ah, je pense que c'est avec la toune de Nio Ciccone, là, de GAFAM, Google, Apple, Facebook et Amazon sont les maîtres du monde. Je la connaissais pas. Je la connaissais pas. Bon, c'est vraiment bon. En fait, probablement que c'est pour ça que ça a spiké. Mais quand même, ce que je remarquais, c'est qu'il y a une prise de conscience, sans doute sur Ciccone, mais aussi avec le film de social media puis tout le reste. Ça fait une couple d'années. T'es gros loulou! Excusez. J'arrête. Fait qu'en tout cas, relativement précurseur. Puis en plus, ce qui est le fun du bonhomme, c'est que c'est pas juste quelqu'un qui écrivait des livres. Là. C'est quand même un prof qui a fait son réseautage comme il faut. Là. Ouais. On va aller slide d'après. Fait que, tu sais, Wu, là, à part être un professeur d'université, c'est aussi quelqu'un que, tu sais, il y a tout le temps une classe de conseillers qui rentrent quand le parti est au pouvoir. Là. Lui, c'est un des conseillers que Biden a fait venir autour de lui quand il a été élu pour légiférer sur Internet. Même chose pour Obama. Puis avant ça, il n'était pas encore professeur. Là. Mais tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui avait de l'impact. Puis aussi, ce qui est le fun dans l'entrevue, ou peut-être désolant, c'est il va prendre conscience de à quel point il était pas capable de faire grand-chose. On va descendre encore un peu. Fait que là, c'est ça. On va commencer l'entrevue dans pas trop longtemps, mais évidemment, juste un truc que je veux dire, là, parce que c'est un petit peu d'époque aussi. On va aller voir qu'est-ce que les fabuleux AI Overlords nous ont fait ensuite. C'est une critique légitime. C'est Olivier. Tu es là, Tommy, toi, Ezra, Corey, puis Tim, vous êtes tous des gars. Fait que c'est un gros party de saucisse, votre affaire. C'est vrai. Ils auraient totalement raison. Fait qu'on va passer en dessous ensuite. Il y a un chien! On va y aller avec des pitous. C'est pour ça que j'ai pris la photo, désolé. Mais aussi avec des recommandations d'autres autrices et intellectuelles qui ont eu un gros impact et qui mériteraient d'être lues et ou consultées. Fait qu'elle, c'est Laura Denardis, un peu comme Tim Wu, ça a été une des personnes qui m'ont fait réaliser mon sujet de recherche. Et c'est une professeure à, si je me rappelle pas bien, American University, qui analyse les politiques ingéniériques aux États-Unis. Ça revient, c'est le raid de nos amis du jeu, c'est sérieux. Merci bien gros de venir nous rejoindre. C'est vraiment très gentil de votre part. Merci beaucoup les amis. Si vous connaissez pas le jeu, c'est sérieux, c'est important de lui donner un follow. Sinon, le petit Jésus pleure. Absolument. Donc, c'est ça, on est en train de regarder, justement, on va avoir une petite entrevue qui s'en vient dans peut-être 10-15 minutes, là. Mais, tu sais, je parlais justement de Laura Denardis, là. Tu sais, ils disent dans la vie, don't meet your idols. Ouais. Parce que tu vas les rencontrer puis tu vas te rendre compte que, je veux dire, c'est un Wayne déçu. C'est un Wayne Gretzky qui va te magaïfier d'en face. J'ai eu le privilège de rencontrer Laura Denardis. Elle a été fucking conseillée de Bill Clinton puis sa maudite politique Internet. C'est comme, tu te dis, t'as les étoiles dans les yeux. Hein? J'ai le privilège de présenter une conférence avec elle à Poznan en Pologne. Bon. Elle est sharp en esti. Une des très fantastiques personnes que j'ai vues dans ma vie. Je recommanderais son livre. Puis elle continue à écrire. Probablement que son nouveau stock est bon aussi. Très bon point de départ si quelqu'un veut comprendre les questions vraiment techniques. Savoir, tu sais. Elle a fait un livre essentiellement sur les conséquences politiques du protocole TCP/IP. Ouais, voilà. Tout le monde écoute ton en jase à la cafétéria tout le temps. Cela dit, c'est quand même la lecture la plus plate des deux autres qui s'en viennent. Là. Fait que, Cathy O'Neill, ça, peut-être vous la connaissez. J'imagine qu'il y en a une bonne partie de nos auditeurs qui ont vu le film de Social Media. En grande partie, c'est à cause qu'elle a écrit son livre que le film de Social Media existe. Puis c'est une autre intellectuelle qui a réussi à faire rentrer dans la sphère publique, même pour moi, en fait, l'idée que
on devrait être capable d'examiner puis de légiférer sur des algorithmes. Donc, elle, ça a été une analyste, une data analyst dans une banque quelconque sur Wall Street. Là. Puis, elle a écrit un livre qui est fantastique, Weapons of Math Destruction, donc destruction par les mathématiques. Puis, elle a fait le case comme quoi, non, les gouvernements puis la classe politique devraient se donner la liberté d'auditer, de comprendre les algorithmes. Parce que dans notre monde, où est-ce que, je veux dire, peut-être que LinkedIn filtre... c'est pas une affaire de... C'est un réseau de chemin pas mal plus qu'une recette de succès d'une entreprise privée. Là. C'est genre... je suis d'accord, ça devrait être public, moi, je pense. Fait que, tu sais, dans un monde où est-ce que ça s'en vient de plus en plus des systèmes automatisés qui décident de qui vont avoir des opportunités dans la vie, qui vont être choisis pour aller à l'université, qui vont être priorisés dans les fucking feeds de médias sociaux, ben, elle se dit, hey, écoute, tu sais, tous nos systèmes politiques, nos institutions, on a mis des valeurs et des critères autres que faire le plus d'argent pour un dos en particulier. Il serait temps qu'on se donne la liberté en tant que citoyen puis en tant que être humain d'aller regarder dans ces affaires-là, s'assurer qu'il y a une certaine justice là-dedans. Certaine justice for the win, si tu la gagnes. Ça, je ne sais pas, en tout cas, parce que le petit vidéo, il était bien le fun. Là. Peux-tu cliquer et voir? Je sais pas si je l'ai mis comme non, vidéo. c'est une image, ça. OK, ou sinon, dans les vidéos que je t'ai mis, es-tu là? Ben, je n'ai. J'ai un clip de Cathy O'Neill. Il est bien petit, ça écoute super bien. C'est V7. Fait que ça constitue, c'est à peu près en même temps que de social media où est-ce que tout le monde commence à se dire holy shit, il y a quelque chose qui se passe sur Internet. I went into data science and I was struck by what I thought was essentially a lie, namely that algorithms were being presented and marketed as objective fact. A much more accurate description of an algorithm is that it's an opinion embedded in math. An algorithm is a very general concept. It's something that we do actually in our heads every day. Ça dure juste 2 minutes et demie. Désolé pour ceux qui comprennent pas l'anglais. Essentially, a historical data set and a definition of success. C'est assez précis, je m'en fais so I built dans an des algorithm mots. To cook dinner for my family. Ça, the data that I use on a daily basis is the ingredients in my kitchen. Sometimes the time I have, the condition I have for that les dinner. données qu'elle utilise régulièrement, c'est comme les outils dans sa cuisine. Was it a success? Puis un coup qu'elle a cuisiné, ben, elle check le repas. Building the meals. I'm in Puis charge. c'est elle qui construit le repas. So there's always a power element here. So I get to decide a meal is successful if my kids ate vegetables. My kids, if they were in charge, would have to define it differently. And it matters because as we optimize over time, we optimize to success. The succession of meals that I cook from month to month is a very different path of meals than if my son were in charge. So we do that every time we build algorithms. We curate our data, we define success, we embed our values fois qu'on into récolte des so when people tell you algorithms, algorithms make things objective, you say no. Algorithms make things work for the builders of the algorithms. In general, we have a situation where algorithms are extremely powerful in our daily lives, but there's a barrier between us and the people building them. And those people are typically coming from a kind of homogeneous group of people who have their particular incentives. If it's in a corporate setting, usually profit, and not usually a question of fairness for the people who are subject to their algorithms. So we always have to penetrate this fortress. We have to be able to question the algorithms themselves, especially when they're very important to us. We have to inject ethics into the process of building algorithms, and that starts with data scientists agreeing and signing a Hippocratic oath of modeling. But we have to stop blindly trusting algorithms to be fair. They are not inherently fair. And start looking into what they're actually doing. Ouais. Fait que, après ça, elle avait parti sa firme de consultation qui roule quand même bien. Là, c'est O'Neill Partners, où est-ce qu'essentiellement, ils font des audits d'algorithmes, par exemple, pour des entreprises ou des organisations qui font des services ou des plateformes. Ils donnent comme une norme standard de privation de vie ou de respect de la vie privée, puis d'éthique, puis ces affaires. C'est ça. Parce que pas c'est illégal que c'est pas bien, que c'est mal, ou que c'est pas mal. T'sais. Absolument. Puis la dernière, ben ça, c'est celle que je suis en train de lire actuellement, là, et je la recommanderais beaucoup. C'est, on peut aller juste après. Parce que moi, je me pose des questions. Tu sais, j'ai mes études académiques où est-ce que je lisais des livres en quantité industrielle, c'était il y a une couple d'années. Là, je suis plus super à date. Là. Pour le AI, je me posais des questions quand même. Le meilleur livre que j'ai lu pour essayer de démystifier ça, c'est Karen Au et The Empire of AI.
Ça, c'est une autre recommandation. Elle aurait pu être en entrevue là aujourd'hui, là, mais contribution majeure, c'est essentiellement une autre de ces fabuleuses journalistes-là qui a un background et qui se permet d'avoir une opinion érudite. Là. Elle avait travaillé pendant à peu près 20 ans au MIT Technology Review. OK. Avec, tu sais, autour d'elle, genre du monde comme Sam Altman puis tout le monde qui ont abouti en AI. Là. Fait que ça fait longtemps qu'elle en entend parler. Okay. Ça fait longtemps qu'elle est exposée à la bullshit. Puis d'autres réflécheurs de. Ouais. Fait que, tu sais, pour avoir une perspective vraiment raisonnable puis avoir une idée des personnages qui sont là-dedans, c'est fortement recommandé. Je suis rendu à peu près à moitié moi-même, puis je vais le finir probablement demain. Fait que, c'est ça. On a 2 petits concepts qu'on va regarder aujourd'hui. Premièrement, c'est enchitification. Puis le deuxième, que je trouve aussi très intéressant, c'est extraction. Fait que le titre de la présentation aujourd'hui, c'est entre genre enchitification et capitalisme extractiviste. C'est pas au hasard. Là, on voit justement, tu sais, bon, j'ai pas testé les chiffres pour savoir à quel point c'est super exact. Là. C'est peut-être une anecdote, là, mais bon, ChatGPT release, c'est la ligne, tu sais, pour Standard & Poor's, donc les indices boursiers, c'est la ligne plus brune. Donc on voit, bon, ça monte comme la bourse a tendance à faire tout le temps. Puis là, on voit Total Job Opening, ça c'est le nombre de postes ouverts, de création d'emplois, qui, oh my God, quelques mois plus tard après ChatGPT y arrive, il y a moins de postes qui sont créés. Fait que... quelle surprise. Donc, on voit que, en tout cas, je ne sais pas à quel point c'est vrai, là, ou s'il y a d'autres facteurs, mais c'est pour illustrer que, en tout cas, il y a de l'air d'avoir une tendance dans notre système économique où est-ce qu'on s'en va beaucoup plus vers une extraction que plutôt une planification à long terme ou une croissance économique soutenue. Puis un des trucs que j'ai trouvé vraiment le fun à voir dans les dernières années, c'est souvent pour voir comment l'opinion politique puis la société évolue, en tout cas sur le plan des idées. C'est bon d'aller voir du côté méga conservateur, j'ai ici nommé les sciences économiques, pour voir quels concepts ils se permettent de commencer à toucher avec des pincettes. Puis, parce que ça en dit beaucoup sur comment est-ce que le consensus évolue, sur comment la maudite fenêtre d'Overton, que j'haïs le terme parce que ça vient d'un gars super de droite, mais comment est-ce que la fenêtre d'Overton shift en direction de, en tout cas, révolution populaire. Ce que les autres ils veulent, là, ouais. Mais une des tendances qui a été vraiment intéressante, puis tu sais, moi et mon père, on se fait un club de lecture de temps en temps, puis ça a été notre livre de décembre, c'est Why Nations Fail. On va descendre. Il y a Scrotum qui dit Crime, c'est intéressant, douteux, vos invités, la qualité de leur présentation m'impressionne beaucoup. Les documentaires de Canal D peuvent aller sur bien. Merci beaucoup à toi. Merci à Olivier. C'est lui qui la nous barre amène. est haute en Titi. Mais c'est ça. Moi, ce qui était vraiment intéressant, puis pourquoi je me suis dit hey papa, il faut que tu lises ce livre-là, c'est un prix Nobel d'économie. Puis la joke qui est le fun avec les prix Nobel d'économie, c'est que c'est pas vraiment des prix Nobel d'économie. C'est la Banque de Suisse a décidé, hey, qu'est-ce qui se passerait si nous aussi on faisait un prix en l'honneur de M. Nobel, mais qui n'a pas rapport avec sa fondation pantoute, mais qu'on faisait ça seulement pour le monde en économie, qui ont tendance à te faire des analyses ronflantes de l'économie, ça regarde les piastres, puis pendant longtemps, puis même maintenant, l'orthodoxie, c'est de penser les êtres humains sont rationnels, ils vont acheter ce qui coûte le moins cher, ce qui est le plus proche d'eux autres. Puis moi, un des délices que j'ai en tant que politologue qui a hâte qu'il se passe de quelque chose, c'est à quel point la politique commence à les infiltrer. Puis ce livre-là est méga intéressant parce que ça répond à une question, c'est Why Nations Fail. Puis ils prennent une perspective d'économiste pour dire comment ça se fait que certains pays ont tendance à se développer de manière soutenue, puis qu'il y en a d'autres que tu peux pomper de l'argent dedans, ça se développe pas. Au lieu de faire comme toutes les autres économies de la planète puis dire c'est du monde qui sont moins intelligents, ils n'ont pas les bons gènes et puis ça doit être le froid qui fait que le monde a tendance à plus travailler ou des niaiseries de même. Eux autres, ils ont dit on va regarder les institutions politiques. Puis on va voir si on peut pas quantifier dans nos modèles la solidité, la stabilité, puis l'équité, le niveau d'équité et de prévisibilité dans les institutions. Donc, c'est woke. C'est woke en tabac. Mais c'est un prix Nobel d'économie, là. C'est une banque. Un prix Nobel de woke. Fait que, tu sais, des semi-woke, tu commences à en avoir même dans les plus grands raccoins conservateurs. Plus tu calisses de diplôme là-dedans, plus ça se wokise. Puis là, ça étudie l'équité, puis tout, puis ça essaie de comprendre des affaires woke. Ouais. Puis tu sais, juste pour qu'on fasse un parallèle, là, c'est la même genre de gang. Tu sais, c'est pas le même monde, là, mais c'est le même genre d'institution qui donnait des prix
à genre d'autres études qui étaient tu devrais donner de l'argent comme prêt en Argentine, puis imposer des conditions, une privatisation partout, tu vas voir, ça va bien se passer. Ça, c'était les prix Nobel d'économie il y a peut-être une décennie. Okay. Fait qu'il y a encore un petit progrès, moi je trouvais ça bien le fun. On peut descendre. Fait que tu sais, c'est ça, c'est le contexte. Timothy Wu utilise le terme d'économie extractive. Dans les auteurs plus conservateurs, je ne peux pas pour vous autres, c'est peut-être anecdotal, c'est juste depuis cette année que je le vois. Même dans la langue populaire, là, fait que c'est pour ça que je l'ai mis dans le titre, c'est qu'il commence à avoir une espèce de, surtout avec l'arrivée de Trump, on commence à avoir une espèce de réalisation que, hey, nos institutions sont peut-être calibrées pour siphonner notre valeur beaucoup plus que le développement de la société à long terme. Fait qu'on le voit super bien aux États-Unis. Ma thèse est qu'on commence à le voir sérieusement dans l'économie en ligne, puis les plateformes, puis toutes les dark patterns qui se passent. Puis on va continuer un petit peu. Juste encore sur mes deux préférés prix Nobel, on va continuer. Fait que c'est ça, on embarque dans le croustillant, là, juste qu'on mette un petit peu, juste vous rappeler, moi j'ai vu cette entrevue-là, je me suis dit, oh my god, mes deux idoles vont être là, ça va être le fun. En tout cas, vous allez voir, là, c'est pas une entrevue de routine même pour Ezra Klein. Je crois que vous allez la trouver intéressante. Fait que, tu sais, Tommy ou n'importe qui dans le chat, je vais essayer de lire de temps en temps. Gênez-vous pas pour intervenir, on va poser, là, le temps en masse. J'habite pas loin. Puis, mais c'est que ça touche à un paquet de sujets. Puis aussi, tu sais, la perspective que je veux que je vous recommanderais de voir, c'est qu'on a Cory Doctorow, tu sais, qui a une position vraiment critique. Lui, il n'y a pas d'institution à défendre, il n'y a pas de réalisation à défendre, il n'a pas été proche du pouvoir au point de pouvoir influencer le monde directement. Fait qu'il est beaucoup plus libre dans ses critiques puis tout le reste. Mais Tim Wu, rappelez-vous, quand vous voyez le bonhomme, c'est un gars qui parlait probablement au moins aux semaines à Joe Biden, qui essayait de faire passer des lois sur genre, tu sais, contrôler la pédophilie en ligne puis des choses de même. Son exaspération et le manque de réalisation, moi, ça m'a jeté un fret intéressant et éducateur, là. Mais ça m'a jeté un fret, ça m'a fait réfléchir sur à quel point c'est utile d'avoir une perspective libérale. On va contrôler l'économie à la scalpel et imposer le moins de conditions possible. On a quand même la distance puis le background pour voir, OK, ce dude-là a essayé, il a eu l'opportunité de le faire. Regardez c'est quoi son bilan. On y va, j'ai la version de YouTube ici avec les sous-titres. Let's go. Ouais, parce que malheureusement, elle aurait été absolument en anglais. Désolé. Really far back, maybe to the heyday of blogging. Words and getting up to 40,000 hits on his blog a day. At least before the moment when Twitter and Facebook went algorithmic. What we're trying to do is give everyone in the world the best personalized newspaper we can. But whatever your answer to it is, I have not found many people who think 2026, right now, this internet, with all of its anger and its outrage and its AI slop, this is what we were promised. A glitch spread graphic, violent videos to unsuspecting Instagram users. This is living at the technological peak. In just 3 clicks, I can go from date night ideas to mind control seduction. But even if there is this growing consensus that something went wrong with the internet somewhere, and that it is driving our society somewhere we don't want it to go, there's not really a consensus of what to do about it. What to do about these giant platforms increasingly spammed up with ads and sponsored results, boosting content that will keep us hooked and angry, isolating and dividing us and deranging our politics while making a few billionaires ever richer, held up by an army of low-wage workers in warehouses and on delivery bikes. Something has gone so wrong. But what do we do about it? My guests today have 2 theories of the case. Cory Doctorow is a longtime blogger, an activist with the Electronic Frontier Foundation, and a science fiction writer. His new book is Inshitification, Why Everything Suddenly Got Worse and What to Do About It. Tim Wu worked as a special assistant to President Biden for technology and competition policy. He's a professor at Columbia Law School and author of influential books on technology, including his latest, The Age of Extraction, How Tech Platforms Conquered the Economy and Threaten Our Future Prosperity. I wanted to have them both on because their books both feel to me like they talk to each other. They feel like they're describing something similar, but in importantly different ways. And so I wanted to think through their theories and through what might be done about it. As always, my email, EzraKleinShow@nytimes.com.
Tim Wu, Cory Doctorow, welcome to the show. Thanks very much. It's pas vraiment fort. Great to be here. So I just learned that you both went to elementary school together. Yep. Yeah, that's true. In suburban Toronto, a weird little school with like 80 kids. It was kindergarten to 8th grade in one classroom. Older kids taught the younger kids. We more or less were left to go feral and design our own curriculum. They chucked us out of the school on Wednesday afternoons to take our subway pass and find somewhere fun in Toronto to go do stuff. It was great. Is there anything about that school that would lead people to becoming sworn enemies of our tech overlords? Well, we loved tech at the time. I mean, we were early in on Apple IIs, and frankly, that's where it all started in a way. You know, both of our books have this kind of pining for a lost age, and I think some of it is this early era of computing when we were just like so excited, so optimistic, everything was just going to be so amazing. And that to me, a little bit was 5th grade or grade 5, as we say, you know, programming the Apple II. Can I slightly problematize that? So I do think that so we were both also science fiction readers back then. And so I was pretty alive to the dystopian possibilities of computers at the time. So I wouldn't call myself optimistic. I would call myself hopeful and excited, but not purely optimistic. And I would also like to say that, like Pax John Hodgman, nostalgia is a toxic impulse. And when I think about what I like about those days, it's not that I want to recover those days. It's more that I kind of dispute that the only thing an era in which people had lots of control over their computers could have turned into is one in which the computers had lots of control over them. That there is probably something else that we could have done. When you're spending time on the internet these days, Cory, what feels bad to you about it? So what I would do is contrast what happens when things aren't great now with how I felt about what happened when things weren't great before. So I think when I was a larvum on the early internet and I saw things that sucked, I would think someone's going to fix this and maybe it could be me. And now when I see bad things on the internet, I'm like, this is by design and it cannot be fixed because you would be violating the rules if you even tried. Tim, how about you? Des règles en grande partie américaine. I feel it's like a tool I cannot trust. You know, I feel like the tools I like in my life, like a hammer, you know, I swing it, it does something predictable. The internet seems like it's serving two masters. You know, I search for something, I get a bunch of stuff I don't really want, and I don't really know what I'm getting. I want to write like one email or check one thing, I end up in some strange rabbit hole and reading, and like 3 hours go by and I don't know what happened. So I feel like I'm constantly at risk of being manipulated or taken from, and I don't trust the tools to do what they say they're going to do. And I feel that makes using it much, you know, kind of like living in a fun house. So I don't like that. So I want to make sure I give voice to somebody who is not in the show at the moment, because this has it's going to have the flavor of... The prophet Elijah has entered the chat. Yeah, right. Yeah, three middle-aged guys who think the internet went wrong somewhere along the way. When I was working on this episode with my producer, one of the interesting tensions behind the scenes was she doesn't think the internet is bad. She thinks TikTok is, she said, a perfect platform. She's young kids and feels Amazon is a godsend for a young parent. Obviously, there are many people like this who are using these platforms freely of their own volition, happily. So what do you say to somebody who says, what are you fucking all talking about? Yeah, I mean, I guess I'll start. I think that the middle-aged thing was I used to be better, which is I don't want to fall into that sort of situation. I just think the deal is not what it could be. And I think that, you know, maybe as a consumer who sort of lightly uses this, the internet is still useful. But if people, I mean, I have children too. And, you know, I think it's hard to deny that social media has been tough on kids and has had all kinds of negative effects on that. And that really started accelerating over the last 15 years or so. But I think we have a highly polarized political structure, which is, you know, made worse by social media. I think we have a problem with inequality, which has gotten worse and worse and is accentuated by the fact that the margins are just so thin for independent business. And I also think this vision that it would be this equalizer, leveler, this technology that made a lot of people rich, not just a few people rich, that it was, you know, more or less
easy but reasonable and a lucrative thing to do to start your own business, that it would sort of change some of the challenges of inequality and class structure in the United States. Now, maybe those were very high hopes. This is the key concept in my book, and I think key to understanding the economics of our time is the importance of platforms, which are, any space or any institution that brings together buyers or sellers, speakers or listeners. Every civilization has had platforms. I was in Rome a few weeks ago, and you go to the Roman Forum, and there it is. It's all together. The buyers, the sellers, they have the courts, they have where people gave their speeches. They're kind of the core of every civilization. And at some level, why I wrote this book is I was interested in this question of what our fundamental platforms look like and how that reflects on the civilization we are building. Because I do think they have a large impact. I think that's kind of undeniable. But I think that things have gotten worse in many dimensions, and I guess it relates to my view of the state of the country as well. I think we've been in a better place in other periods of American history. And I think the internet's not the only cause, but I think it's part of it. If I were having this conversation with your producer and we had some time to talk about it, I would probably walk them through a couple of the undisputed ways in which some people have found the internet get worse for them. So Tim has talked a little about margins for small businesses. There's also people who are performers who found that the take that's being given from that, that's being sucked out of their pay packet every month is going up and up from the platforms. There's people who would really not like to be snatched by ICE snatch squads who installed ICE Block on their iPhone only to have Tim Cook decide that ICE officers were a member of a protected class and remove that app, and now you can't install that app because the iPhone only lets you install official apps. And I'd say, just because this hasn't hit you, I think unless you have a theory about why you are favored by these platforms, then you should at least be worried that this would come. And I would follow up by saying, let's not fall into the trap of vulgar Thatcherism. Thatcher's motto was there is no alternative. Lui, ce que Cory Doctorow il dit, c'est écoute, premièrement, il disait en début d'entrevue, si je voyais un problème, je sais que ça pouvait s'arranger, puis peut-être ça allait être moi. L'exemple dont il va parler plus tard, c'est les maudits pop-up. Si vous êtes passé à travers cette étape-là, vous savez que si vous n'avez pas installé de ad blocker un moment donné dans votre vie, vous allez vous faire manger. Vous vous êtes fait manger par ça. Mais l'idée, c'est que aussi, il dit. Il résume un petit peu la réalité, c'est-à-dire, oui, tu peux techniquement installer à peu près n'importe quoi sur ton iPhone, mais la norme s'est rendue tellement que le monde va se sentir en sécurité seulement s'il installe des applications sur le store officiel, que la compagnie a un droit de veto sur essentiellement quel genre d'application va se trouver dessus. Si une autorité politique du gouvernement... Si Apple, c'est une secte, la pire affaire. C'est ça, si Ice Barbie, elle appelle Tim Cook, elle dit « Hey, telle application, c'est Ice Watch, sors-moi ça de ton magasin. » Tim Cook, il va le faire. Sauf qu'il y a quand même 15 ans, puis l'Internet, ça aurait pu évoluer d'une manière où est-ce que la norme aurait été d'installer des applications plus librement, comme ils font sur Linux ou whatever. Puis ça, il n'y avait pas de contrôle que c'était vraiment possible de faire là-dessus. Fait que, c'est un pensée-y quand même. C'est quelque chose qui s'est perdu, mais qui pourrait revenir s'il y avait des solutions qui existaient. And I think tech bosses would like you to believe that too, that if you're enjoying having a conversation c'est pareil pour Android, oui, mais j'aime moins Apple. People do. I think that's absolutely the case, and we should value and celebrate that you just have to accept that there is no way to have a conversation with your friends that Mark Zuckerberg isn't listening in on. And that to ask for otherwise than that would be like asking for water that's not wet. It's just not possible. And what I'm militating for is not you don't like that thing you like. It's I like that you like the thing you like. I want to make it good, and I also want to guard it against getting worse, because it hasn't happened to you yet, it would be, I think, naive to think that it would never come for you. So your books are two frameworks for understanding what I would call corporate capture of the internet. The way we went from the dream of a decentralized
user-controlled internet to something that a small number of corporations really run and have enormous power over. Moi, je la trouve and assez Tim, the rouillée, term celle you qu'on focus a on chez is nous. extraction. Corey, the term you focus on is enshittification. So I'd like you just both to define those terms for me. What is extraction, L'eau, je Tim? pense What c'est is mouillé, enshittification? mais c'est Corey? pas humide. So extraction is actually a technical economic term that refers to the ability of any entity or any firm with market power, monopoly power, to take wealth or other resources far in excess of the value of the good being provided. To send not its only the value being penis in provided, but space. also its cost to provide it. That's the technical definition. So you might have a pharmaceutical company. They have, there's a rare disease. They have the only treatment for it, and maybe they're extracting as much as they can. $100,000 a year is about the usual. And I think the idea of it comes from a sense, something I get from teaching at business school sometime, is that American business has, in my view, moved increasingly to focus its efforts on trying to find points of extraction as a business model, as opposed to, say, improving the product or lowering the price. Try to find the pain points where your customers really have no choice, and then take as much you can, kind of like in a poker game when you go all in because you got the good hand. Now, there's always been a little bit of that in business, or maybe a lot, like in the Gilded Age. But the question is, what is the ratio, and how much of business is providing good services for good prices, making a profit, that's fine, and how much is just that different thing of extraction. So, Tim, I want to, before we move on to Corey, zoom in on something you said there, because a lot of that definition seems to turn on how you define value. And I mean, a lot of economists would say price is a method of... Ils vont en parler un peu plus tard. Pour? Qui va des plateformes de adaptive pricing. Okay. Grosso modo, je pense qu'ils vont en parler un petit peu plus tard, là, mais tu peux avoir du data sur les personnes maintenant sur des quantités industrielles. Tu peux savoir, par exemple, si quelqu'un a du mauvais crédit et a une capacité de payer. Tu peux savoir le profil économique. Ah, c'est-tu un homme monoparental? Oui, je comprends. Il y a plein ajuster d'infos. la capacité de payer et ou la capacité à extraire selon les données économiques que tu as sur les personnes. Ouais. Discovering value. If you have a pharmaceutical people are willing to pay $70,000 for, that means they value it at $70,000, even if you think that is extractive. Mm-hmm. So how do you know when a profit is actually extractive versus when we're just seeing that people value that product very highly and bully on the producer for creating something people value so highly? Yeah. So if someone, for example, has no choice, but they are desperate, let's say, for water, and someone is able to sell them, a bottle of water because they're dying for $100,000 or something like that. Yes, that person does value it at that level. But an economy full of nothing but maximized monopoly prices where people are in a position to extract, or firms is not. It's inefficient for two reasons. One is too much money gets spent on that water versus other things like maybe pursuing an education, and second, that the entity that holds that much power actually has a impulse to reduce supply, reduce output, and therefore produce less of the stuff so that they can extract the higher price. So this is just classic monopoly economics, I guess I'm getting into. I mean, everyone inside themselves has something they are willing to pay, but that doesn't mean it's a good society when you're constantly paying the maximum you are willing to pay in every situation. It's actually a very oppressive economy, I think. So, Tim, when we're talking about extraction, for many of these platforms, for a Facebook, for a TikTok, we're not paying for them. So when you say they are extractive, what are they extracting and from whom? Je pense qu'ils sont aux States. When you use Facebook, you are constantly being mined for your time, attention, and data in a way that is extraordinarily valuable, and that yielded something like $67 billion in profit last year. Il y avait aussi un cartel things that feel free, is it free d'exploitants immobiliers dans une ville américaine que j'ai vue, qui avait développé une plateforme pour monitorer et aller chercher le prix maximum de loyer que les gens dans la ville seraient prêts à aller chercher. Puis ils partageaient l'information entre eux via une plateforme had your vulnerabilities exploited? I would say none of that's free. You're poorer both in your own consciousness and in terms of what attention and your control over your life, and you're poorer probably in misspent money. Corey, how about enshittification?
Well, before I do that, I also wanted to react to something that you were sort of fainting at, Ezra, which is this idea of revealed preferences, which you often hear in these discussions, right? That if you let Facebook spy on you, no matter what you say about how you feel about Facebook spying on you, you have a revealed preference. And Tim used the word power. Je suis content de vous informer, c'est R.G. Foley qui était à 70% lundi prochain pour nous parler d'un projet qui s'en vient, quelque chose début avril. So we just leave them out of the model and hope that it's not an important factor. And this is how you get these incredibly bizarre conclusions, like if you sell your kidney to make the rent, you have a revealed preference for having one kidney. But what we actually know when we give people choices, when the state intervenes or when there's countervailing power, is that often you get a different revealed preference. You know, when Apple gave Facebook users the power to tick a box and opt out of Facebook spying, 96% of Apple users tick that box. So the argument that Facebook users don't mind being spied on, I think is blown out of the water when you actually give them a way to express preferences. And I assume the other 4% were like either drunk or Facebook employees or drunk Facebook employees, which makes sense because I would be drunk all the time if I worked at Facebook. But I think it's hard to deny that people really don't want to be spied on if they can avoid being spied on. All right, I think that's a good setup to enshittification. Yeah. Enshittification, it's really a label I hung on both an observation about a characteristic pattern of how platforms go bad, but I think much more importantly, why they're going bad now, because we didn't invent greed in the middle of the last decade. So something has changed. My thesis is that some exogenous factors have changed. So the pattern of platform decay is that platforms are first good to their end users while locking them in. That's stage one. And once they know that the users have a hard time departing when they face a collective action problem or when they have high switching costs, you can make things worse for the end users, safe in the knowledge that they are unlikely to depart in order to lure in business customers by offering them a good deal. And so far, so good. I think a lot of people would echo that, but they would stop there. They would say, oh, you're not paying for the product, so you're the product. So that this is about luring in users and then getting in business customers will pay for it. But that's not where it stops, because the business customers are also getting screwed. Ça, ce qui explique, grosso modo, il a utilisé une couple de termes comme revealed preference, des choses de même. Là. Juste expliquer en langage un petit peu différent. C'est que selon lui, ce qu'il voit, c'est que récemment, il y a un cycle de vie qui semble arriver avec des plateformes. Puis, on le voit dans son livre, là, il n'en parle pas, là, mais que c'est beaucoup lié aussi avec avec le modèle d'affaires de Silicon Valley très spécifiquement. Donc, grosso modo, c'est que, puis surtout toutes ces places-là, Meta, puis Facebook, puis toutes ces plateformes-là, ça a été financé par du capital privé américain. C'est pas comme l'Internet, par exemple, qui a été financé par la défense et les universités. Fait que le cycle de vie, puis quand t'as des business sur Internet, c'est à peu près tout le temps la même affaire. T'as la liberté, le runway qu'on appelle la piste de départ, pour dépenser des tonnes et des tonnes et des tonnes de cash dans les premières années. Parce que les financiers savent très bien que si ça réussit, ils vont frapper un coup de circuit. Ça a été le cas, comme dans le cas de plein de plateformes et tout le reste. C'est un petit peu ce qui se passe avec le AI, mais ce qu'ils voient là-dedans, c'est que au début, les plateformes, leur premier problème, c'est aller chercher les utilisateurs. Donc, ils se structurent pour vraiment répondre le plus efficacement possible, avec le moins d'obstacles possible, pour aller chercher un nombre le plus en plus large d'utilisateurs possible. Idéalement, tellement gros que tu bloques les compétiteurs. Puis cette idée-là, c'est là qu'il parle de Collective Action Problem, c'est qu'une fois qu'on est tous embarqués sur le livre de face, il y a un problème d'action collective qui se fait dans la mesure où, si un compétiteur arrive, on a toutes nos photos sur Facebook. Les barrières à l'entrée, les barriers of entry qu'ils appellent, là, les barrières à l'entrée étaient basses pour Facebook parce qu'on n'avait pas de médias sociaux. Sauf que pour le compétiteur qui arrive, ils sont quasi impossibles parce que Facebook ne nous donne pas la manière de transférer toutes nos photos, toutes nos images, faire des liens avec des amis, choses comme ça. Fait que ce qu'il identifie, c'est justement ça. C'est que capitalisme un petit peu sauce Silicon Valley extractive moderne, là, c'est aller chercher all the users sur la planète dans une première phase pour prouver à tes financiers que hey, on a le potentiel, investir des centaines de milliards dans nous. La promesse derrière ça, c'est une fois que le capital de risque, c'est-à-dire genre Mark Andreessen puis toutes les compagnies privées vont avoir financé au début, tous les employés, la direction puis les capitalistes initiales vont faire la pièce quand la compagnie va être mise sur la bourse. Ce qu'on appelle un Initial Public Offering. C'est là que, par exemple, Reddit a fait son IPO qu'on appelle récemment, là, puis il y a un gros chiard très mérité là-dessus.
L'idée, c'est que c'est là que le capital de risque initial va aller faire la pièce. C'est là que les employés et la direction vont faire la pièce parce que c'est là que toutes leurs options d'action vont pouvoir finalement avoir une valeur mise dessus. Vont faire des millions. Fait que ça, c'est une deuxième phase, c'est-à-dire, angel investors sont à l'aise de perdre du cash, mais après ça, il faut que tu rentabilises. Fait que, tu sais, ce qu'ils voient, c'est qu'à mesure que ce besoin de rentabilisation rentre, les compagnies ont vraiment pas le choix de rentabiliser, de mettre des conditions sur ce qui se passe avec leurs utilisateurs, utiliser des dark patterns pour les garder plus longtemps, trouver des méthodes de monétisation qui n'ont pas d'espèce de bon sens. Fait que c'est un cycle, les plateformes ont tendance à être très très utiles au début, mais ça décline graduellement. On peut continuer. Because the business customers get locked in, and this power that the platforms end up with over their business customers is then expressed in stage 3, where they extract from those business customers as well. They dial down the value left behind in the platform to the kind of minimum, like homeopathic residue needed to keep the users locked to the platform, the businesses locked to the users, and everything else is split up among the executives and the shareholders. And that's when the platform's a pile of shit. But the more important part, as I say, is why this is happening now. Broadly, my thesis is that platforms used to face consequences when they did things that were bad for their stakeholders. And those consequences came in 4 forms. They had to worry about competitors, but we let them buy those. They had to worry about regulators, but when a sector is boiled down to a cartel, they find it very easy to agree on what they're going to do and make their preferences felt because they have a lot of money, because they're not competing with one another, and they capture their regulators. They had to worry about their workers, because tech workers were in very scarce supply and very valuable. And they often really cared about their users, and they could really say, no, I'm not going to enshittify that thing I missed my mother's funeral to ship on time, and make it stick, because there was no one else to hire if they quit, and they were bringing a lot of value to the firm. But of course, tech workers famously thought that they were temporarily embarrassed founders, and they didn't unionize. They didn't think they were workers. So when the power of scarcity evaporated, they had not replaced it with the power of solidarity. And so now you have 500,000 tech layoffs in 3 years, and tech workers can't hold the line. And then finally, there was new market entry. There were new companies that could exploit something that I think is exceptional about tech. I'm not a tech exceptionalist broadly, but I'm an exceptionalist about this, which is that every program in your computer that is adverse to your interests can be neutralized with a program that is beneficial to your interests. And that means that when you create a program that is deliberately bad, you invite new market entrants to make one that's good. Ça, c'est dans son scénario idéal. Lock up the printer so it won't take generic ink. You just invite someone to not only get into the generic ink business, but get into the alternative printer firmware business, which eventually could just be the I'm going to sell you your next printer business. But what we've done over 20 plus years is monotonically expand IP law until we've made most forms of reverse engineering and modification without manufacturer permission illegal, a felony. My friend Jay Freeman calls it felony contempt of business model. And as a result, you don't have to worry about market entry with this incredible, slippery, dynamic character of technology. And when you unshackle firms from these 4 forces of discipline, when they don't have to worry about competitors or regulators or their workforce or new market entry through interoperability, the same CEOs go to the same giant switch on the wall in the C-suite marked in shitification, and they yank it as hard as they can, as they've done every day that they've shown up for work. And instead of being gummed up, it has been lubricated by an enshitogenic policy environment that allows it to go from 0 to 100 with one pull. And that's how we end up where we are today. All right, I want to bring these out of theory, though. Corey, I applaud how well structured that was on the fly. Get chills. And have you both walked through this with an example that you use in your books? Sure. And Corey, I want to start with you. Walk me through how you see enshittification as having played out on Facebook itself, not all of Meta, but Facebook, where it started when it was adding value to users in the early days to where you feel it has gone now. Tell me your Facebook story. Yeah, so Facebook, really, its big bang is 2006. That's when they opened the platform to anyone, not just people with a .edu address from an American college. And Mark Zuckerberg needs to attract users. And his problem is that they're all using a platform called MySpace. So he pitches those users and he says, look, I know you enjoy hanging out with your friend on MySpace, but nobody should want to use a surveillance-driven social media platform. Come to Facebook and we'll never spy on you. We'll just show you the things that you asked to see. We need to give people complete control over their information.
Right? People need to be able to say exactly who they want to share, each piece of information that they're sharing, who they want to share that with. So that's stage one, but part of stage one, remember, is that there's a lock-in. It's just the collective action problem, right? You love your friends, but they're a pain in the ass, and if the 6 people in your group chat can't agree on what bar to go to this Friday, you're never going to agree on when it's time to leave Facebook or where to go next, especially if some of you are there because that's where the people with the same rare diseases you are hanging out, and if some of you are there because that's where the people in the country you emigrated from are hanging out, and some of you are there because that's where your customers or your audiences, or just that's how you organize the carpool for the kids' Little League. And so we are locked in. And so that ushers in stage 2, making things worse for end users to make things better for business customers. So think about advertisers. Advertisers are told, do you remember we told these rubes that we weren't going to spy on them? Obviously, that was a lie. We spy on them from asshole to appetite. Give us pennies, and we will target ads to them with exquisite fidelity. And so the advertisers pile in, publishers pile in too. Là, on va voir que Ezra va être pogné dans les tripes un petit peu plus que normalement, là, parce qu'il est en train de parler spécifiquement de l'effet des plateformes sur les advertisers, sur la publicité. Puis, il y a eu un scandale qui a été quand même un gros scandale qui est venu en grande partie décimer l'industrie journalistique là, aux États-Unis puis en partie ailleurs. Quand Facebook, je ne me rappelle plus exactement les détails, là, mais grosso modo, ils ont faussé les données à l'effet que le nombre de vues réelles qui allaient sur des vidéos. Puis ils ont recommandé pendant plusieurs années aux journaux de dire « Hey, si vous ne faites pas d'argent avec les articles, faites des vidéos, publiez sur Facebook, puis vous allez voir, vous allez en faire du cash. » Les médias ont essayé, incluant certains au Québec, puis la presse a débarqué assez vite, là. Mais puis ils ont fait leur plateforme, la Presse Plus, là. Mais incluant aux États-Unis, puis New York Times, puis Vox, je sais que Ezra est impliqué dans la gestion de Vox, puis il a probablement pleuré un peu là, quand ça s'est passé. Tous les médias se sont fait dire « Investissez dans Facebook, faites des vidéos, vous allez voir, on va vous donner de l'argent. » Ils se sont fait pourrir tout le long, puis c'est juste pour cadrer son intervention qui s'en vient après. They become locked to the platform, they become very dependent on it. And in stage 3, c'est ça qui a tué College Humor that ad prices have gone way up. Ad targeting fidelity has fallen through the floor. Ad fraud has exploded to levels that are almost incomprehensible. Publishers famously now have to put their whole article there, not just an excerpt, and woe betide the publisher that has a link back to their website because Facebook's downranking off-platform links is potentially malicious. And so they don't have any way to monetize that except through Facebook's own system. And we've got a feed that's been, basically denuded of the things we've asked to see. It has the minimum calculated to keep us there. And this equilibrium is what Facebook wants, but it's very brittle because the difference between I hate Facebook and I can't seem to stop coming here and I hate Facebook and I'm never coming back, it can be disrupted by something as simple as a live stream mass shooting. And then users pull for the exits. The street gets nervous. The stock price starts to wobble. The founders panic, although being technical people, they call it pivoting. And, one day Mark Zuckerberg arises from his sarcophagus and says, "Hearken unto me, brothers and sisters, for I've had a vision. I know I told you that the future would consist of arguing with your most racist uncle using this primitive text interface that I invented so I could non-consensually rate the fuckability of Harvard undergraduates. But actually, I'm going to transform you and everyone you love into a legless, sexless, low-polygon, heavily surveilled cartoon character so that I can imprison you in a virtual world I stole from a 25-year-old comedic dystopian cyberpunk novel that I call the metaverse." And that's the final stage. That's the giant pile of shit. On voit le gros succès planétaire que ça a été le métavers. Corey could be a rapper if he decided to get into that. I give you real props on it. The world is crying out for a middle-aged technology critic rapper. Let me ask you at least one question here so I'm not just too taken in by your charisma, which is to say, I think that the counter-argument somebody would offer is that I think two things. One is for all the pivots, all the scams, by the way. I mean, I was a publisher during the era of the Facebook fire hose to publishers and the era of pivot to video when Facebook videos were getting these astonishing view counts. And fraudulent view counts. That's what I was about to say. One, they kept first all the money. They promised everybody, come get this huge scale. We're giving you all this traffic. You can build a business here. There was no business to build there at any significant scale. And two, it turned out that the video view counts were fraudulent. Right. Yeah. And so a huge amount of the news industry, among other things, pivoted to video. College humor. And it was based on lies. Yeah. And
And scams are, there was a recent Reuters report that Facebook was actually charging advertisers more for these things that they knew were scams. 10% of their ad revenue is ads for scams. J'espère que c'est excusé au moins, Mark Zuckerberg. Yeah, tu dis, ouais, je m'excuse. One of the crazy things amidst all of this, a thing you really focused on there was moving from showing us what we'd asked to see to showing us what I would say Facebook wants us to see. There was just the FTC versus Meta case. Tim was, of course, involved in that. And one of the statistics that came out during it is that only 7% of time spent on Instagram is spent on things your friends and family have actually shown you, things people you follow are showing you. Similarly, on Facebook itself, it's under 20%. I forget the exact number, but it's very low. They have moved under competition from TikTok specifically, although not only, to these AI-driven algorithmic feeds showing you not what you have asked to see, but what they find will keep you there. And what they are finding is that it will, in fact, keep you there, and people are coming back to it, and they spend more time on Instagram when you turn the feed into this algorithmic feed. This is the whole revealed preference thing that you were talking about earlier. My personal experience of Instagram when I go on it now is one reason I try to go on it less is that I can actually feel how much more compelling it is. I like it less, but the feeling of getting pulled into something is much stronger. And so I think if you had Mark Zuckerberg arisen from his sarcophagus. I was going to say office because I'm a more polite person. Here, he would say, we did this under competitive pressure. TikTok was eating our lunch. We stole a bunch of things from TikTok, and now we're doing better. We also stole a bunch of things from Snapchat, and now we're doing better. Because, in fact, we are under a lot of competition, and we are incredibly good at responding to that competition in ways that our user base responds to. This is not enshittification. This is the magic of competition itself, and you know that because look at our profit margin and look at how much we've changed. So let me say that I don't think competition is a good unto itself. And I think it is absolutely possible to compete to become the world's most efficient human rights violator. The reason I like competition is because it makes firms into a rabble instead of a cartel. So in 2022, two teenagers reverse engineered Instagram, and they made an app called OG app. And the way OG app worked is you gave it your login and password. It pretended to be you and logged into Instagram. It grabbed the session key. It grabbed everything in your Instagram feed. It discarded the ads. It discarded the suggestions. It discarded all of the stuff that wasn't a chronological feed of the people who followed you, the people you followed rather, that they posted recently. Facebook or Meta sent a letter to Apple and Google, who obliged them by removing the app because there's honor among thieves. So if you want to find out what people actually prefer, you have to have a market in which people who disagree with the consensus that people are kind of gut flora for immortal colony organisms we call limited liability corporations, and that they are entitled to dignity and moral consideration as beings unto themselves. Those people have to be offering some of the alternatives to find out what they want. But because under modern IP law, something called the Digital Millennium Copyright Act, it is a felony to modify the app without permission. When Meta sent the letter to Apple and Google, they agreed that that was what they would side with Meta. And because you can't modify those platforms to accept apps that haven't run through the store, that was the end of the road for OG app. But I think this is a little bit of a narrowed example. As somebody who gets a huge number of press releases for all these pro-social apps that are built to compete with Instagram and TikTok and all of them, apps that are meant to respect your attention, apps that are meant to be virtuous in a way these apps are not, and watches one after another basically go nowhere, get outcompeted. The point I'm making is the example you're giving, they were able to basically say there was a term of service violation. Maybe they should not be allowed to do that. And people do. This is where I want to make sure my producer has a voice. There are people who just absolutely like TikTok. There are people who like Instagram. They know there are other things out there, and they're not clamoring for a competitor or an alternative. I think suggesting that there is no capacity to switch is going a little far. No, I'm not saying there's no capacity to switch. I'm saying the higher the switching costs are, the lower the likelihood that people will leave. You know, when we had pop-up ads in our browsers, and real pop-up ads, the Paleolithic pop-up ad that was a whole new browser window that spawned 1 pixel squared, auto-played audio, ran away from your cursor. The way that we got rid of that was it was legal to modify browsers to have pop-up blockers. More than 50% of us have installed an ad blocker in our browser. Doc Searles calls it the largest consumer boycott in human history.
And as a result, there is some moderation upon the invasiveness of what a browser does to you that is in marked contrast with apps, because reverse engineering an app, because it's not an open platform, is illegal under American copyright law. It violates Section 1201 of the Digital Millennium Copyright Act. And so when we talk about how these platforms have competed their way into toxicity, we're excluding a form of competition that we have made illegal. For example, ad blockers, for example, privacy blockers, for example, things that discard algorithmic suggestions and so on. Taking those off the table means that the only competitors you get are firms that are capable of doing a sort of holus-bolus replacement to convince you that, no, you don't want to use Instagram anymore, you want to use TikTok instead, as opposed to you'd like to use TikTok or Instagram rather, but in a slightly different way that defends your interests against the firm's interests. But I think that we mustn't ever forget that within digital technology and living memory, we had a mode of competition that we prohibited that often served as a very rapid response to specifically the thing you're worried about here. You know, that I have a friend, Andrea Downing, who has the gene for breast cancer. And she's part of a breast cancer previvor group that was courted by Facebook in the early 2010s. And they moved there, and this group is hugely consequential to them. Because if you have the breast cancer gene, you are deciding whether to have your breasts removed, your ovaries removed, the women in your life, your daughters, your sisters, your mothers, they're dying or sick, and you're making care decisions. This group is hugely important. And Andrea discovered that you could enumerate the full membership of any Facebook group, whether or not you were a member of it. This is hugely important to her friends there. She reported it to Facebook. Facebook said, that's a feature, not a bug. Won't fix it. We're going to keep it. They sued. It was non-consensually settled when the FTC settled all the privacy claims. And they are still there because they cannot overcome the collective action problem that it takes to leave. Now, they will eventually. When Facebook is terrible enough, that community will shatter. And maybe... Il parle de collective action problem. C'est juste recontextualiser qu'est-ce qu'il dit. C'est, grosso modo, Ezra, il disait, ouais, mais écoute, de la compétition, ça existe. Il y a TikTok qui est arrivé, puis de toute évidence... on déménagera pas tout le groupe de personnes-là sur Twitter ou sur une autre affaire. C'est pas exactement la même question, mais il dit, regarde, des compétiteurs, ça existe. Mais ce que Corey dit, c'est que avant, il y avait une infrastructure puis des pouvoirs publics qui pouvaient s'assurer que la compétition se faisait quand même. Donc, tu sais, Timothy Wu, lui, c'est un de ses livres, justement, portait justement sur le break-up des compagnies de téléphone aux États-Unis. Là. Ouais. On en a eu un qui était similaire au Canada. Mais tu sais, donner un petit exemple, on avait les compagnies, les grands fournisseurs Internet puis les câbleaux distributeurs. Là. À un moment donné, au Canada, on a dit, ouais, ce serait le fun d'avoir de la compétition parce que les prix, c'est de la merde. Puis nos citoyens, ils déposent plein de mémoires avec plein d'insultes dedans. Là. Fait que ce serait le fun qu'on règle ça. Fait que, tu sais, c'est RTC, ils ont fait ça n'a pas tout le temps été des succès leur affaire, mais un des trucs qu'ils ont fait, puis j'ai travaillé tech support chez eBooks, fait que je leur dois une job, là, c'est qu'ils ont dit à un moment donné, regarde, on peut pas dupliquer les infrastructures à l'infini, là. On va forcer les entreprises à accepter, à vendre le trafic qui transite sur leur tuyau, entre guillemets, là, à un prix qui permet d'avoir une compétition. Fait que e-Box, moi je travaillais là-bas, Tech Support était 10 fois meilleur que Bell, désolé si vous avez Bell. Mais je veux dire, on avait un service qui était quasi identique en fait, qui était pas mal le même que les grands fournisseurs. Sauf que e-Box, il n'y avait pas d'infrastructure, ils faisaient juste payer des redevances à Bell, ils utilisaient leur système de routage et tout le reste, mais il y avait une compétition par les prix qui se faisait quand même. Jusqu'à temps qu'ils permettent à Bell de les racheter, toutes ces affaires-là. Là. Mais le parallèle avec ça, c'est qu'avec l'arrivée des grosses méga plateformes en ligne, puis le fait que c'est dur de la législation à l'échelle mondiale. Quelque chose de naturel ou qui ferait du sens pourrait être de dire, écoute, les plateformes de médias sociaux, l'infrastructure, le système derrière ça devrait être un bien public. Donc, on devrait faire, je sais pas, un open standard for social media. Il y en avait plein des similaires qui existaient avant. Puis qui force Facebook à dire, OK, si quelqu'un clique, je veux transférer toutes mes données dans une plateforme différente, genre... dire, tu fais un clic quelque part, tu t'en vas sur Blue Sky, whatever, puis ça transfère toutes tes photos. Ça transfère tous tes liens d'amis, puis les amis peuvent cliquer, installer Blue Sky tout de suite. C'est possible de faire une compétition un petit peu artificielle comme ça, mais qui garde l'esprit derrière, briser des consolidations de pouvoir qui sont vraiment excessives. Top, top, top. Ce qui est le fun, c'est que dernièrement, je l'ai fait avec Spotify.
pour l'envoyer sur Apple Music. Puis comment ça s'est fait? Ça s'est passé super bien. Là. Tu fais juste... tu prends ton compte iCloud, puis là, ils disent, bon, ben, si tu veux ça, t'as juste à faire telle affaire. Fait que ça va tout chercher tes bibliothèques que t'avais sur ton Spotify. Ouais, sur Spotify, ça peut en faire beaucoup, là, transférer. Ouais. Je serais bien curieux de savoir si quelqu'un les a forcés de faire ça. D'où ça vient. Je suppose peut-être c'est de l'Europe. Sûrement, mais en tout cas, j'ai pu faire ça. Mes playlists sont intactes, fait qu'ils sont toujours autant bordéliques. Puis t'as essayé sur l'autre après, puis il n'y a pas eu de problème. Ça, j'ai accès, puis tout est correct. Là, comme si j'avais pas changé de fournisseur de musique en streaming. Nadine, mesdames et messieurs. Merci. Absolument. Ça serait le fun qu'il y en ait comme ça aussi ailleurs. Puis, c'est ça. C'est le genre d'alternative qui est possible. On y va. Let's go. For reform. That is not a good outcome. All right, Tim, I want to go to your story here. One of the core tales you tell in your book is about Amazon. So walk me through the process of moving a platform from a kind of healthy, constructive platform to becoming an extractive platform through your kind of story of what happened with Amazon. Amazon, as you may remember, was once upon a time a bookstore. I do remember that, actually. That's how old I am. And, their basic idea was be bigger and we'll sell more stuff. At some point, they opened the marketplace, ils ont été achetés the par, Amazon Marketplace, which was different because it was a platform. In other words, it was a place that people could come and sell their stuff. At first, it was used books. Then it spread into other markets. And they realized a few things. One is that fulfillment would be very important. eBay in the old days, the sellers had to wrap it themselves and send it off. So that wasn't a very scalable model. They understood they had a good search engine. Amazon invested hard in search, and it worked. And more sellers came, more and more buyers came. And so the Amazon Marketplace took over eBay and became very successful. And at that point, I would say, maybe around 2010 or something like that, was fulfilling what I think, would call the dream of the internet age, which is a lot of people would be able to go on this place, start their thing, make a lot of money. It coincides with the rise of the blog and small online magazines, that whole era that we are talking about. During that period, Amazon's take was below 20%. It kind of depends how you count. But, somewhere between 15% to 20%. Their take of what a small business is of the selling. sales, yeah. Of the sales, yeah. Yeah, so if you sell like $100, sur Internet, they take c'est souvent 20%. 30%. I mean, it depended a little bit. There were some storage fees and so on. So, it was a good place to make money. And what changed, I think, was once Amazon had confidence that it had its sellers and it had its buyers more or less locked up. And this is basically over the 2010s. They bought a couple companies that were potential threats to them. Diapers.com, for example. It might seem ridiculous, but diapers, could have been a kind of a way in to threaten them. Why don't you tell the diapers.com story for a minute? It's a kind of famous story in Amazon, but I think it's worth telling. So there was a platform launched to be an alternative to Amazon, and their thought was, new parents, diapers. Every parent needs diapers delivered quickly. So why don't we make that the beginning? In the same way Amazon started with books. And then Amazon saw this, thought it was kind of threatening, and in the strategy of the day, just bought them. Of course, the founders are pretty happy. And Amazon managed basically to capture this market. And that's when I think it turned to the extraction phase. Well, in the last 10 years, Amazon's strategy has just basically been for its marketplace to turn the screws and increase the fees, change the margins so that many sellers are paying, over 50% or more, basically the same as brick and mortar businesses. And Amazon prices are rarely any lower. They actually have done a lot to try to prevent anyone pricing lower. And I think the one thing I would focus on is what they call advertising, which may be familiar to you as sort of the sponsored results that you get when you're searching. So what's going on there is that sellers are bidding against each other, bidding down their own margins to get higher up in the search results. And that little trick, that sort of one weird trick, has become this extraordinary cash cow. It's more profitable than Amazon Web Services, which is sort of surprising.
last year it was $56 billion. Just paying Amazon for higher rankings in their search results was $56 billion. $56 billion. It's looking like it's going to be over $70 billion. Corey, when I'm searching on Amazon and I see that Amazon's choice looks like a little prize, like that product won a competition where a bunch of editors chose it as the best one, what am I looking at there? So that is broadly part of this thing Tim was discussing, where they're piling for the right to be at the top of the results, where if you're not paying for Prime and paying for fulfillment by Amazon and paying for all these other things, you aren't eligible. And the more of these you buy, the greater chance you have of being chosen. But are they literally paying to be Amazon's top choice? I mean, as a dumb consumer, maybe I look at that and I think, oh, this is some algorithmic combination of, is it the bestseller, what are its reviews, etc. No, so you're right that it is algorithmic, but the algorithmic inputs are not grounded primarily in things like quality or customer satisfaction. They're grounded in how many different ways you've made your business dependent on Amazon in such a way that every dollar you make is having more and more of that dollar extracted by Amazon. There's some good empirical work on this from Maria Mazzucato and Tim O'Reilly, where they calculate that the first result on an Amazon search engine results page on average is 17% more expensive than the best match for your search. So that's what you're saying, is basically the Amazon top choice is the worst choice. So this really feels to me like a place where, to use Corey's word, things in shitified. That when I go around the internet now, when I play something in a Spotify playlist or click on a song I like and move to the radio version of Spotify, or when I search something on Google or when I search something on Amazon, these used to be very valuable services to me. To search for something on Amazon and see rankings weighted by how popular the product is, how high the reviews are, right? That, like, I took the weighting of the search as to some degree a signal of quality. Certainly Google, the whole idea was that what comes first in search was, built on PageRank and it was going to be quality. And now there is so much sponsored content in every one of these results. And it is so unclear what is what and who is paying for what and why I'm getting this song or that result, that this whole industry or part of the industry that, one reason I ended up on these platforms is because I trusted these results. And now I trust nothing. Yeah, I mean, it's going back to the definition of extraction. I mean, we are kind of paying $70 billion collectively to make search worse. So when does this move from this is just their business model, and if you want to find something else, like go buy something on Walmart, go buy something on Target, go buy something at Best Buy. You can do all those. I've done all those. I just ordered a blender from Kohl's. Versus we've moved to extraction and we should see it as a public policy problem. Yeah, I think that's a really great question. It's a kind of question we faced, I think, repeatedly in history. When you start to have a business model start to settle down, you see less real disruptive competition possible. And Amazon is still a great way to find a lot of product. It's the world's largest marketplace. But they have, I would say, they're running themselves like an unregulated monopoly. And I guess I would compare it to electricity. I mean, we'd all say electricity network is great. We can't do without. They provide this incredible service. But we really say, okay, we're just going to put up with whatever choices they charge. I don't think we would. And I think at some level, once a market has settled, at some point, you got to call a limit, and we do that in many other markets. Both of you spend a lot of time on the number of small acquisitions that these companies make. And so not where Google buys Waze, but where Google buys something very modest, and maybe many of them get shut down or they acqui-hire the top people. But there are also things that might have grown into something bigger or else. On the other side, sometimes it really is the case that a big player buying something smaller, they can scale it up into something, new. Like Google, bought
I mean, this was actually a fairly big acquisition, but Waymo, and kind of amazingly, like they seem to have made driverless cars work. And I think access to Google's compute and other things was not insignificant in that. And you can look at other cases where, these companies buying something small, they're able to build it into something, that ends up being a great option in Microsoft Office or in Google Docs or whatever it might be. So how do you think about the ways in which that harms competition? But also, I've known founders who get acquired and are excited to get acquired because they think it will give them scale and the capacity to compete in a way they wouldn't versus Google just trying to do it itself. I think the antitrust level is one thing, but the sort of anti-competitive versus pro-scale level is like a much bigger challenge to the way Silicon Valley now works. And I'm curious to hear you talk through the pros and the cons of that. Joseph Schumpeter back in 1911 wrote a book, c'est un des gros Entrepreneurs, basically. He said, these very unusual people who are willing to go out and start, take these kind of risks, they have some vision, they do this kind of thing. And he thought they were essential to economic growth, that they were these kind of unusual, almost like superheroes, and would do these things and go out and take these chances. The United States economy in general has thrived because it has a lot of those kind of individuals, and they can start things. And I think we've erred too far in having all the brains under one roof. And, it's starting to remind me of AT&T in the 60s or IBM, where they sort of became much more centralized about innovation, and big ideas would never be developed. It became kind of groupthinky, I think, when the Justice Department did a deal, sued AT&T, tried to break them up, and they forced them, AT&T, to stay out of computing forever and also license all of their patents, including the transistor patent. And all kinds of people started quitting their jobs and saying, I'm going to start a semiconductor firm. And there lies the origins of U.S. semiconductors and also, frankly, U.S. computing without AT&T. So I think we have done much better with divided technological leadership. I frankly think that, LLMs might never have gotten started without OpenAI being an alternative force, because they're obviously threatening to Google's business model. Though don't, in a way, you have to give Google some credit on LLM specifically. You were talking about transistors a minute ago, but yeah. Google does the fundamental research in transformers and releases it publicly and creates, in many ways, the industry. But doesn't do anything with it internally until there's a competitor that threatens them. Yeah, that's right. Classic. It's just striking how good of an actor they were for a period on AI specifically, right? Like treating it like they had a Bell Labs. I agree with that. It actually is a lot like Bell Labs in the sense that Bell Labs kept inventing stuff. I mean, Bell Labs collected these, a lot of amazing people and then never let things come to market. The internet being probably the best example of it. Mm-hmm. Yeah, So I think when you look at these companies and their acquisitions, what you see is that these companies very quickly suffer from what both Brandeis and Tim called the curse of bigness. That they find it very hard to bring an actual product to market that they invent in-house. When you look at Google, they've had like one really successful consumer-facing product launch, and that was in the previous millennium. And almost everything they made in this millennium failed, right? They did not, it either didn't launch or when after it launched, they shut it down. Whereas their giant successes, their video stack, their ad tech stack, documents, collaboration, maps, their navigation, server management, all of this stuff, these are mobile, right? These are companies they acquired from someone else and operationalized. And I'm an ex-ops guy. I'm a recovering sysadmin. So I'm not going to say that that's nothing, right? It is a skill unto itself, the careful work to make things work and make them resilient and scale them. But the idea that that has to happen under one roof, I think is a false binary, right? I mean, one of the things Google did, arguably far more efficiently than they hired innovators, is they hired operations people. And those are the people who really do the yeoman service at Google, because the innovators, the product managers, never get to launch. They only get to buy other people's products and refine them. It comes down to what you think of is the track record, I guess, of monopolized innovation. And it has some hits, but I'm saying a much more mixed model, I think historically is a lot stronger. If you look at the 70s, 80s, if you look at the entire track record of U.S. innovation, I think monopoly innovation, leads you towards AT&T, Boeing, General Motors kind of model, as opposed to what the best of Silicon Valley has been.
And meanwhile, I think you mentioned acquihires for people who aren't unfortunate enough to be steeped in the business of Silicon Valley. An acquihire is when a company is purchased not for the product it makes, but because the team who made it have proved they can make a product, and then they shut down the product and they hire the team. And acquihires are, I think, a leading indicator of pathology in tech and investment. An acquihire is basically a post-grad project where venture capitalists sink some money into you pretending that you're going to make a product. It's a science fair demo in the hopes that the company will buy you, and in lieu of a hiring bonus will give you stock, and in lieu of a finder's fee will give them stock. But no one's trying to actually capitalize a product or a business. I think anytime you see a preponderance of acquihires in your economy, that should tell you that you need to sit down and figure out how to rejigger the incentives because your economy is sick. Corey, we've been talking here about these markets as really having two players in them, which is, well, maybe three. We've been talking about users, sellers, and platforms. But something the yearbook focuses quite a bit on is a fourth, which we need to talk about too, which is labor. Mm-hmm. There are huge numbers of people working for these companies, huge number of people delivering Amazon packages and Walmart packages. And one thing that both of you focus on is the way in which, as these companies become bigger and more dominant, their labor practices can become, I don't know if enshittification is the term you would use there, but shittier or more extractive. Can you talk a bit about that side of it? What has happened to the labor practices? Yeah, I mean, we could talk about the other tech workers, right? The majority of tech workers drive for Uber or for Amazon or work in a warehouse, and they certainly don't get like free kombucha and massages and a surgeon who'll freeze their eggs so they can work through their fertile years. They're in a factory in China with suicide nets around it. But I think an example that kind of pulls this all together, how you get monopoly, regulatory capture, the degradation of labor with technology that relies on blocks on interoperability. I think we could do no better than to talk about nurses. And I'm going to be making reference here to the work of Veena Dubal, who's a legal scholar who coined a very important term, algorithmic wage discrimination. In America, hospitals preferentially hire nurses. C'est le genre de dynamique dégueulasse qui va nous arriver probablement dans une couple d'années au Canada. So hiring contractors means that you can avoid the unionization of nurses. And when a nurse signs on to get a shift through one of these apps, the app is able to buy the nurse's credit history. And the reason for that is that the U.S. government has not passed a new federal consumer privacy law since 1988. When Ronald Reagan signed a law that made it illegal for video store clerks to disclose your VHS rental habits. Every other form of privacy invasion of your consumer rights is lawful under federal law. And so among the things that data brokers will sell anyone who shows up with a credit card is how much credit card debt is any other person carrying and how delinquent is it? And based on that, the nurses are charged a kind of desperation premium. The more debt they're carrying, the more overdue that debt is, the lower the wage that they're offered, on the grounds that nurses who are facing economic privation and desperation will accept a lower wage to do the same job. Now, this is not a novel insight, right? Paying more desperate workers less money is a thing that you can find in like Tennessee Ernie Ford songs about 19th century coal bosses. But the difference is that if you're a 19th century coal boss who wants to figure out how much the lowest wage each coal miner you're hiring is willing to take, you have to have an army of Pinkertons that like are figuring out the economic situation of every coal miner. And you have to have another army of guys in green eye shades who are making annotations to the ledger where you're calculating their pay packet. It's just not practical. So automation makes this possible. And you have this vicious cycle where the poorer a nurse is, the poorer they become, the lower the wage they're offered. And as they accumulate more consumer debt, their wage is continuously eroded. And I think we can all understand like intuitively why this is unfair and why as a nurse you might not want it. But also like, do you really want your catheter inserted by someone who drove Uber till midnight the night before and skipped breakfast this morning so they could make rent? This is the thing that makes everyone except one parochial interest worse off. And this is not a free-floating economic proposition. This is the result of specific policy choices taken in living memory
by named individuals who were warned at the time that this would be the likely outcome and who did it anyway. Je vais te le mettre là, I want to Kranos. stay on the labor question on a couple other levels, but I want to ladder this one up for a second, Tim. Sure. Which is, because I think this is getting at something we're starting to hear a lot about, which is anger over algorithmic pricing of various kinds. So when I was walking up to do the podcast today, the Chiron on CNN was about an investigation finding that Instacart was charging many different people many different prices. And so the price you were seeing on Instacart wasn't the price, it's your price. And I could imagine a neoclassical economist sitting in my seat right now and saying, pricing becomes more efficient when it discriminates. That the market will be more efficient if it can charge, you know, Ezra a higher price for kombucha, if I'm getting that delivered, because of things it knows about me and my kombucha habits, and it charges somebody else a lower price because it knows they value the kombucha less, or a nurse a higher price and or a higher wage and a lower wage depending on their situation. That in fact we're just getting better Les and better and better algorithmes at qui finding changent le prix d'une cossin par rapport à la personne à qui elle parle. C'est rare en tabarnak. The utopia of every person having, you know, the market clearing wage and the market clearing price. Why don't you agree with that? Yeah, I mean, the fundamental question is that really the kind of world you want to live in? In other words, do you constantly want to live in a place where you are being charged the maximum you would pay for something? Now, you know, that could rebound to the benefit of people who are very poor, but it is in economic terms, it's always only about producers taking everything from the market. And I just think it's a very, you know, just moving away from the efficiency potentially of it. Wow. I think it makes for a very Plaisir, Kranos. Je te souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup d'être passé. Constantly feeling you're being exploited. Ah ouais, c'est vraiment des excellents also candidats. a huge amount of effort people make trying J'ai to été move what face à cette category they're dynamique-là, in. notamment pour des loyers, des choses So I think it is Ce serait possible d'avoir une réalité où est-ce que tu dis non, tu peux pas regarder le crédit pour certains trucs de même. Là, tu m'avais dit de mettre une petite pause à la moitié. On est rendu pas mal à la moitié. On va faire une petite pause de 5 minutes. On va mettre le clip ici, octogiciel, ordinateur. Ah, ben ça, c'est... Tantôt, c'était la parodie de Lise Payette, mais ça, c'était la vraie émission. Une vraie émission d'informatique. C'est la petite pause dans le milieu. On va revenir à la discussion assez tight dans quelques instants. Mon cerveau résonne, l'ordinateur besogne, c'est un mariage de maison. On faisait des débuts, 128 cas arrête. Ça va, Lise? Oui, ça va, François. Est-ce que nous sommes encore dans les boucles aujourd'hui? Non, avec GoTo et For2Next, nous avons vu les deux principaux types de boucles. À moins, bien sûr, que vous ayez des questions. Non, je n'ai pas de questions. Les boucles, ça va. Moi, je suis prête à passer à autre chose. Alors, nous allons apprendre comment demander au micro-ordinateur d'aller chercher ce que nous avons caché et de le traiter. Ah bon? Et c'est quoi la nouvelle instruction? Bon, encore une fois, c'est une instruction en plusieurs parties. Read, data et restore. À vos ordres, chef. Bon. 10, 11. Bien sûr. 20, print. Guillemets. Résultat du groupe A. Pas trop vite, là. Guillemets. Guillemets. Ensuite, 30, print. Et 40. Qu'est-ce qui suit print? Rien. C'est un truc pour aérer l'écran. Comme ça, les lignes ne seront pas trop rapprochées. Ah, il s'agissait d'y penser. Ensuite, 40. 4J égale 1, 2, 4. Tiens, nous allons avoir une boucle avec compteur. 50, read, R-E-A-D, N, signe de dollar, virgule A, virgule B, virgule C. Du nouveau. Maintenant, 60, print, N, dollar,
70 print A, virgule B, virgule C. Et puis 80 next, J. Et enfin 90 end. C'est tout? Non, il reste les data. Les quoi? Les data. Ce sont les ingrédients que vous donnez au micro-ordinateur avant de les lui faire traiter. François, expliquez-moi un peu ce que nous sommes en train de faire. Écoutez. Comment? On va retourner à notre programme principal après ce petit dessin animé. Et François, de quelle façon est-ce qu'on donne les ingrédients au micro-ordinateur? En tapant ce que je vais vous dicter, Lise. J'écoute. Vous allez facilement trouver ce clip-là. Sur les internets, hein, c'est la place où tout trouver. On y retourne, il reste genre 35 minutes. I guess it relies on Salut, Mouse overly Ritter. simplistic models of what makes people happy. There's a way in which efficiency housing is an interesting term in economics, because in economics as in life, you want things to be somewhat efficient, but too much efficiency becomes truly inhuman. I find this even in the very modest example of like personal productivity efforts. You know, it's great to have a to-do list. If I really force myself onto the scaffolding of a to-do list at all times, I feel like I cease to be a human being and become a kind of machine, always just getting things done and responding to the emails. And this is a place, I think it was important, Tim, when you said it raises the question of what kind of world you want to live in. Because the truth is that I don't want to live in a maximally efficient world. I have other competing values. You know, the competitive efficient market is good up to a point, and after a point, it becomes something corrosive to human bonds, human solidarity. Just-in-time scheduling makes sense from the perspective of economic efficiency, and not if you want healthy families in your society. On n'entend pas Olivier, mais faut qu'il prenne son micro. Articulate that question of what kind of world you want to live in, not just what kind of economy des excellentes idées, mon cher works on Tommy. models, I think is important and often a lost political art in my view. Yeah, I agree. And I feel there are some intuitive feelings, like people feel it's unfair. People don't like being ripped off. But people hate paying junk fees. The original word for that, by the way, was bullshit fees. But there was inside government, we felt we couldn't have the president say that. Obama, I think that gets the heart of the matter. I mean, you had also talked about, human attention. And human attention turns out to be quite commercially valuable. But do you really want every second of your time and every space you inhabit to being mined for your attention and its maximum value, even if that contributes to the, I guess, overall GDP of the economy? I mean, I'd like to have some time for my kids and friends in which no one's making any money. And, it's an example of a commodity that is very close to who we are. At the end of your days, what your life was what you paid attention to. And the idea that you can, with maximum efficiency, mine that at every possible moment seems to me a recipe for a very bad life. I think one way to frame this, rather than around efficiency, is around optimization. And I think that we can understand that for a firm, the optimal arrangement is one in which they pay nothing for their inputs and charge everything for their outputs. So optimization, things are optimal from the perspective of the firm when they can discover who is most desperate and pay them as little as possible, or who is most desperate and charge them as much as possible. But from the perspective of the users and the suppliers, things are optimal when you get paid as much as possible and are charged as little as possible. And so much of kind of the specific neurological injury that arises from getting an economics degree
is organized around never asking the question sort of optimal for whom. I mentioned before that we don't have any privacy law in this country. One of the things that a privacy law would let us do is to become unoptimizable. All optimization starts with surveillance, whether it's things like TikTok trying to entice your kids to spending more time than they want to spend there, or whether that's advertisers finding ways to follow you around and hit you up with things that you're desperate for, or whether it's discrimination in hiring or in lending. All of this stuff starts with an unregulated surveillance sector. We have platforms that take our data and then sell it and use it and recycle it and become sort of the Lakota of information, where they use the whole surveillance package. And we do nothing to curb that behavior. It is not an incredible imaginative lift to say that we might tell them to stop. I want to pick up on surveillance because when you talk about the harms to an economy working in a human way, I think that the new frontiers in how you can surveil workers are, I think this is going to become a very big political issue, and probably should be already. So the category that this falls into, it's broadly called bossware. And there's a whole lot of different versions of it. Like if your firm buys Office 365, Microsoft will offer your boss the ability to stack rank divisions within your firm by like how often they move the mouse and how many typos they make and how many words they type. And then this is amazing. They will tell you how you perform against similar firms in your sector, which is like the most amazing thing I can imagine, that Microsoft is finding customers for a sales pitch that says, we will show you sensitive internal information about your competitors. And apparently none of those people are like, wait, doesn't that mean you're going to show my competitors sensitive commercial information about me? So you have this on the kind of broad strokes level. But I have this notion I call the shitty technology adoption curve, right? If you've got a really terrible idea that involves technology that's incredibly harmful to the people it's imposed on, you can't start with me. I'm a mouthy, white, middle-class guy with a megaphone, and when I get angry, other people find out about it. You have to find people without social power, and you grind down the rough edges on their bodies. You start with prisoners, you start with people in mental asylums, you start with refugees, and then you work your way up to kids, and then high school kids, blue-collar workers, and pink-collar workers, and then white-collar workers, and it starts with like the only people who eat dinner under a CCTV are in Supermax, and 20 years later, it's like, no, you were just dumb enough to buy a home camera from like Apple or Google or God help us all, Facebook, right? So that is the shitty technology adoption curve. And if you want to know what the future of workers is, you look at the least privileged workers at the bottom, and then you see that technology working its way up. If you look at drivers for Amazon, they have all these sensors pointed at their faces, sensors studded around the van. They're not given a long enough break even to deal with things like period hygiene. And so women who drive for Amazon who go into the back of the van to deal with their periods discover that that's all on camera because that's all being recorded. All of this stuff is subject to both manual and automated analytics. And at one point, Amazon was docking drivers for driving with their mouth open because that might lead to distraction while driving. And so, as you say, it kind of denudes you of all dignity. It really is very grim. And, you know, Tim and I used to ride the Toronto Transit Commission buses to school in the morning when we were going to elementary school. And we loved the drivers who would sing and tell jokes and remember you. This is the thing that makes working in the world, being in the world great. It's having a human relationship with other humans, not having standardized labor units that have been automated and standardized to the point where they can be swapped out. You know, if you give a cashier a cash register instead of making them add up things on the paper, you could give them the surplus to talk with the customers and have a human relationship with them. Or you could speed them up so that you fire 9/10 of the cashiers and you take the remainder and you make them work at such an accelerated pace that they can't even make eye contact. There were things in Corey's description there, in his answer there, that in my view, we should just make a social decision to outlaw. Like, I am willing to say politically, like, I want to vote for the people who think you can't eyeball surveil workers. And if other people want to stand up and say the surveillance of workers' eyeballs is great, that's a good values debate to have in a democracy, and I know where I fall on that. Then there are other things, right? You know, I'll use as an example I'll build on the cash register example to say that I really struggle with what I think as a public policy measure one should think
about the rise of automated checkout and the way we've seen it. I watch people turned into these managers of machines. They've gone from being somebody who, did check out with me and asked me how my day was and asked them how their day was. And now they get called over because the 3 apples I put on the weighing machine didn't weigh in correctly. And it seems dehumanizing to them, dehumanizing to me. I also get it. How do you think about weighing that, right? There's the stuff that is genuinely like grim and dystopic and maybe we should just outlaw. And then there is stuff like the just generalized automation in which there genuinely can be a consumer surplus from that. Like time is a surplus for me. Things moving faster is a surplus for me. More checkout stations is a surplus for me. And there's a cost on the other side of it. Well, the first thing I'd say is we should be making more of these kind of decisions about what we really care about and what kind of world we want to inhabit. I mean, one of the things that I think happens is by default, we don't pass any laws or have new ethical codes. I mean, ethics does a lot of work, and we just sort of allow a trump card to new stuff because it's new. And, I get that you don't want to ban everything new that shows up, but I feel that we have over the last 15 years or so, sometimes just kind of taken a position that, the people don't get to vote on this. I mean, a good example is everything to do with children. I don't think there's a lot of people who think it's a great thing to surveil children and, have targeted ads for children and, and try to create addictive technologies for children. When I worked in government, we tried to pass just basic, even child privacy laws. We couldn't get a vote ever. And so one of the things that's going on is we're not even deciding these things as a society. And that gets to, the problem of Congress not taking votes on popular issues. But I also think this relates to our conversation earlier about competition and when it's good and when it's bad. Because I think for almost any endeavor, there's such a thing as healthy competition and such a thing as toxic competition. I think we were talking about attention markets earlier. What is good, healthy competition in attention markets? It's like making really great movies, new TV shows that people love, podcasts that people want to listen to. Toxic competition was the stuff you're talking about, essentially different forms of manipulation and addiction. And we've had this kind of like hands-off, we cannot try to direct things in a positive direction. I think that has been a giant mistake. So first I would say we have to even try to make the decisions. How would I do the trade-off? I mean, I guess I would start with the most unredeeming, toxic stuff and ban that first. And then see if we can, I mean, that's maybe easy, but we haven't been able to even do that. And I was sort of shocked when I worked in government that we just could not get a vote on what seemed like stuff. I had 90 privacy laws. I mean, even national security was really into this stuff. They're like, it's too easy to spy on everybody. And, that's a problem for us as a national security issue. And we just could not get a vote on even the most basic anti-surveillance, which would suggest, like, if you download a dog walking app, it shouldn't be just like tracking you and uploading every kind of information about you, that should be illegal. I have been very, I have been disturbed not being able to do more on surveillance and privacy. Yep. And I've also been struck by how badly what has been done elsewhere seems to have worked out. I call this terms and conditions capitalism, where you just move the burden onto the consumer. So Europe has put out some very sweeping rules that have given me the opportunity to individually decide which of the 303 cookies on every website I visit might be good and might be bad. Similarly, nobody's ever, in my view, to a first approximation, read an iOS terms and conditions update. And I found that that very often it seems to me where policymakers end up after the debate is saying, well, as long as there is disclosure, then the consumer can decide. But the consumer, in a very rational way, does not want to decide. Yeah. So it has ended up, I think, in a very dispiriting place. Instead of creating a structure in which I'm confident what companies are doing is well-bounded, it has demanded of me a level of cognitive work I'm not willing to do, and I think nobody else is willing to do, to oversee those companies myself with not really great options if I don't like what they're doing. And so I'm curious how you think about that. No, I couldn't agree more. I feel like if the byproduct of government action is that you are clicking on more
little windows, like that is government failure. And I would trace it to, frankly, a lack of courage on the part of government and the regulators or the officials, or, to make decisions that are really supposed to help people. It's much easier to say, well, I'm afraid to do something, so I'm going to help them decide. So I agree. I think the GDPR has actually failed to prevent surveillance. That being the European bill that created all those pop-ups. Désolé. The GDPR, the European privacy law, succeeded, in creating as a lot of pop-up. Là, il parle, honnêtement, je suis pas assez à jour sur le RGPD pour dire oui, c'est tout mauvais. Là. Ça va plus loin que simplement les cookies. Je suppose que c'est pas tout noir comme ils disent, mais par contre, le côté le fun avec l'Europe, c'est qu'eux, ils se permettent de légiférer, puis ils sont assez gros pour que les compagnies n'aient pas vraiment le choix d'obéir. Donc, RGPD, il y a le cliquage de cookies, mais il y a d'autres trucs qui sont assez meilleurs. D'autres aspects qui sont relativement meilleurs, mais aussi... Oui, absolument. La compatibilité entre les connexions de téléphone. Ça, c'est un bon exemple. Ça a été forcé justement par l'Union européenne. Puis un autre truc que je suis un peu plus puis qui est aussi très prometteur. On parlait, Corey, il parlait, tu peux plus réparer tes affaires, puis Europe. C'est ça, mais ça change de où? Nadine a dit que c'est en train de changer absolument. Ça change de où? C'est à cause que les législateurs en Europe, ils mettent leurs pantalons. Puis tu as plein de législations qui existent sur le droit, ça m'échappe, le droit à la réparation, right to repair. Là. Évidemment, les Américains sont en retard, fait qu'ils le voient pas, là, mais petite parenthèse. C'est pas tout noir ce côté-là. Je crois que l'Office de protection du consommateur ici... Mais la ONU, je pense qu'il marche pas. Ouais. Je crois qu'ici, l'Office de protection du consommateur au Québec a commencé, tenter le terrain ou fait des trucs en fonction que ça aussi, ça peut servir justement le droit à la réparation. Puis, parce que ça n'a pas d'allure. Être obligé de changer un frigo après 5 ans parce que ça te coûte aussi cher le faire réparer que de n'acheter un neuf. Là. C'est un peu niaiseux. Absolument. Fait que c'est ça. Ça, c'est pas tout noir, ce bout-là. On peut continuer. And things to mess with. Succeeded in making it harder to challenge big tech companies in Europe because they're overregulated, and so the little guys have to also go through all this stuff. And so, yes, I think this has been a failure. I think for people to start to believe in government again, it has to help us in situations where we are not strong enough to deal with something much more powerful or something that has a lot more time to think about it. I mean, it's like we're playing poker against experts. At some point, we need to get backbone and have government on people's side. Now I'm starting to sound like a politician. But I mean it. Like people say that, but really doing it makes helping people when they are powerless or distracted or don't have energy to deal with things. Corey? So, look, I love you both, but I think you're dead wrong about the GDPR. Just as a factual matter about where it comes from, what it permits, what it prohibits, and why it failed. Because I agree, it failed. So you may ask yourself, how is it that GDPR compliance consists of a bunch of cookie compliance dialogues? And the answer to that is that European federalism allows tax havens to function within the Federation. One of the most notorious of those is Ireland, and almost every American tech company pretends that it's Irish, so that its profits can float in a state of untaxable grace in the Irish Sea. And because of the nature of the GDPR, enforcement for these bullshit cookie pop-ups, which are the progeny of the big American tech companies, starts in Dublin with the Irish Data Commissioner, who, to a first approximation, does nothing. That sounds bad, but I want to get you to explain the core mechanism you're describing here better, because I actually don't know it. Because the GDPR, that bill did pass, and then all of a sudden the entire internet filled with these pop-ups. So that's only because the companies went to Ireland, broke the law, and said, we're not breaking the law, and if you disagree, you have to ask the Irish Data Commissioner to enforce against us. A few people, Johnny Ryan with the Irish Civil Liberties Association, Max Schrems with NOYB, this None of Your Business, this nonprofit, European nonprofit, they've dragged some of those cases to Germany. More importantly, they've got the European Commission to start modifying the way the law works. So you can just, you can tick a box in your browser preferences, and it can come turned on by default that says, I don't want to be spied on. Ça, c'est un point super important. J'adore l'entrevue à cause que tu touches à toutes ces maudites affaires-là. Tu vois plein d'affaires différentes. Là. Ça, il parle d'un truc qui est excessivement important en sciences politiques comme concept. Là. C'est ce qu'on appelle le forum shopping.
Ça, c'est en anglais, je ne me rappelle pas c'est quoi le terme en français, mais il dit les compagnies, ils exploitent le code européen pour s'arranger, pour avoir le moins de conditions à respecter possible, parce qu'ils mettent leur siège social en Irlande, c'est moins cher, puis ils savent très bien que les législateurs là-bas, ils vont faire le strict minimum. Ça, c'est quelque chose qu'on voit. Un des trucs qu'on voit actuellement, c'est que depuis les 30 dernières années, on se disait la mondialisation, c'est fantastique, on va tous se développer ensemble, tous les travailleurs vont travailler, ça va être super. Là, ce qu'on voit, c'est que les compagnies, dans un monde qui est ouvert et sans barrière, comme ce l'est relativement actuellement, du moins pour les compagnies, peuvent se magasiner des juridictions politiques pour s'arranger, pour être soumis au moins nombre de règles possibles. Je veux dire, il y a du monde qui font des millions par année avec ça, là, puis c'est très payant en termes de droit de faire ça. C'est ce qui a fait que Trump, entre autres, c'est une autre dynamique, là, mais Trump n'a pas été arrêté. C'est qu'il a fait du magasinage de juridiction légale aux États-Unis pour se trouver une juge qui a de l'allure. Là. Mais c'est un des trucs qui empêche actuellement beaucoup la législation d'Internet actuellement. Parce que les compagnies savent comment ça fonctionne et vont dans des places où est-ce que on joue au poker contre des experts. Oh yes. And then they're not allowed to ask you. So the answer is just going to be no. And so I think that corporations want you to think that it's transcendently hard to write a good law that bans companies from collecting data on you. And what they mean is it's transcendently hard to police monopolies once they've attained monopoly status because they are more powerful than governments. And if that's their message, then a lot of us would be like, well, we need to do something. We need to turn the cartel into a rabble again, as opposed to, God, I guess governments just have no role in solving this problem. The one place where I do disagree with you, having covered a lot of different both cartels and rabbles lobbying Congress, it's not easy to regulate the Association of Community Banks, for instance. When you have something where there are, in every single district, like individual leaders of the district who will come and lobby their member of Congress, it's really hard. I'm not saying that monopolies are good because they make it easier to regulate. I'm just saying that it doesn't solve the problem of the government runs on money and influence. And sure, on but top can we of agree that, on it's necessary very, very hard but to get. insufficient? Yeah, so we can do that. I want to ask, but I want to build on this and ask Tim about a separate but related question. Tim, you mentioned a second ago sort of the entertainment industry, and one of the questions about to come up is whether Netflix should be able to buy all of the assets of, or all the entertainment assets, I should say, of Time Warner. And this is one where I think people who care about the quality of the media Salut, Gruel. seem, for reasons that seem compelling to me, very, very worried about having that happen. How would you think about that? And is this a place where we need to be, say, making values judgments that are different than our antitrust judgments? Is this a place where the antitrust laws can suffice? Is everybody just worried about something they don't need to be worried about? How do you see it? Yeah, no, I think this is a place where if the antitrust laws are enforced correctly and fairly, that the merger or the acquisition would be blocked. And I'd say that this is not a particularly exotic situation in the sense that you have the number one, premium streaming company wanting to buy the number 3 or number 4. And if you do the numbers under the guidelines, which the government issues to tell people when their mergers are presumptively illegal, the result is that this is a presumptively illegal merger. The reason I do think it's bad is I think that Netflix and Time Warner have, frankly, over their history, been some of the most innovative, interesting outlets, and often in an oppositional role. This goes way back, but Time Warner took a chance on sound film back in the 20s. In the 50s, they took a chance on television, which people thought was, useless. And then prestige television, early thousands with HBO and the golden age. So they've taken a lot of bets. Netflix has done a lot of innovative stuff, really interesting, obviously. And frankly, you want to talk about good tech over the last 20 years. How about, not having to wait until your show comes on? That's a form of efficiency I can agree with. And I think it would be a tragedy to have these two companies who are often so oppositional, combined into one. I think culturally it would be a great mushification. At the economic level, just to continue on this, I think it's usually going to be those two companies who are bidding for the most interesting shows. So if you had a new version of White Lotus or something, or The Wire,
who are going to be bidding for it? It's going to be Netflix and Warner, HBO, Netflix, or others. So, the elimination of one bidder is just the definition of a loss of useful competition. So, yeah, I think it's pretty straightforwardly illegal. I don't think it's that complicated. Corey, you looked like you wanted to jump in on that. No, I think that one of the things we should probably anticipate Time Warner saying in defense of this merger is the same thing that Simon & Schuster and Penguin Random House said in defense of their failed merger that was blocked under the Biden administration. They said, oh, well, we'll still internally bid against one another within our divisions for the most premium material. And we'll be exposed to discipline that way. And I love what Stephen King had to say about this when he testified. He said, that's like me and my wife promising to both bid against each other on the next house we move into. Tim, one thing I was thinking about while I was reading your book was the metaphor you use of a gardener. That the way to think about economic regulation and antitrust and a bunch of the different buckets of solutions we're talking about is like a gardener who is trying to prune certain species and plants from taking over their garden. And the gardener has to make judgments. And, there are some decisions you make as a gardener where you don't want blight getting all over your garden and killing everything. But others are made for aesthetic reasons, and others are made because you want to have native species and non-invasive species. And there are all these sort of decisions being made. And having been around conversations of economic regulation and tech regulation for a long time, I've come to this view that there is a fetish in them for truly neutral rules. That what people always seem to be looking for is a rule that you don't have to apply any judgment on. You can just say, if you get over this line, everybody knows it's bad. As opposed to actually having to say, we have views about how the economy should work. We have views about how our society should work. We want the interests of small businesses to prosper, and they'll prosper more if they don't have to give 30 cents of every dollar to Apple or Google or, if you're selling on the Facebook marketplace, Facebook. And yet, you've been a policymaker, Tim. I think that there has been, in a kind of a defensive crouch, particularly among Democrats, and, Lena Khan and others were an exception to this, but a sort of effort to describe everything neutrally when sometimes you just don't want to be neutral on how fundamental companies and markets in your economy are working. You want to be able to have values that those serve, as opposed to your values are subservient to your economy. Yes, I know. I agree with that, and I think it's an astute observation. I think it kind of comes, as I said earlier, from a lack of courage or vision. That it reminds me of you said when you were talking about, well, okay, we'll just create a bunch of windows and let everybody decide what options they want for their privacy and hope that works. Because it comes from that same impulse that we don't actually want to arrive at a vision of the good society. It's one of the flaws of classic liberalism, frankly, if you get into the political theory. And frankly, the gardener metaphor is targeted at that. It's not just like let it all run and see what happens. It is one where you have some idea of what kind of world we want to live in and what kind of society we think is good. And you have to make decisions based on that. I think we need a vision of what we want and what a good country looks like and a good place to live. Les compagnies privées, ils n'ont pas ben une valeur humaine. I think that bright line rules make a lot of sense, particularly where you have questions that have to be frequently adjudicated. The thing we really want to be asking before we ask any of these other questions is, how often are you going to have to answer this question? So lots of people are like, oh, we should just ban hate speech and harassment on platforms. Well, that's hard, not because we shouldn't do it, but because agreeing what hate speech is, agreeing whether a given act is hate speech, agreeing whether the platform took sufficient technical countermeasures to prevent it, is the kind of thing you might spend 5 years on, and hate speech happens 100 times a minute on platforms. Meanwhile, if we said, we're going to have a bright line rule that platforms must allow people to leave but continue to communicate with the people they want to hear from, then people who are subjected to hate speech, who are currently there because the only thing worse than being a member of a disfavored and abused minority is being a member of a disfavored, abused minority who is isolated from your community, those people could leave and go somewhere else. And it's not that we shouldn't continue to work on hate speech in parallel, but if you think that a rule that takes 3 years to answer a question is going to solve a problem that happens 100 times a second, you are implicitly committing to full employment for every lawyer in the world to just answer this question. One thing I admire about both of your books is that you spend a lot of time on solutions. And so I don't think we can
go through every one, but let me do it this way. For each of you, and Corey, why don't we start with you? Mm-hmm. If you were king for a day, what are the 3 areas or the 3 policies, you can define it the way you want, that you think would make the most difference? One would be getting rid of this anti-circumvention law. In America, it's Section 1201 of the Digital Millennium Copyright Act, and saying that it should be legal to modify things you own to do things that are legal, and that it shouldn't be the purview of the manufacturer to stop you from doing it. Another one would be to create a muscular federal privacy right with a private right of action, so that impact litigators like the Electronic Frontier Foundation, as well as aggrieved individuals, could bring cases when their privacy laws were violated. And I guess the third would be an interoperability mandate specifically for social media. So it would be a rule, and we've had versions of this. The Access Act was introduced, I think 3 times, various versions. They're all pretty good. Mark Warner, I think, was the main senator behind them. But a thing that just says that you should be able to leave a social media network and go to another one and continue to receive the messages people send to you and reply to them the same way you can leave one phone carrier and go to the other. And there's a lot of technical details about what that standard looks like and how you avoid embedding, parochial interests of incumbents and so on. I don't think they're insurmountable. And I think that the trade-offs are more than worth it. Tim? So I'll say 3 things. So first, I think we need the confidence to ban the worst and most toxic business models that are out there, whether it's exploitation of children, whether, frankly, it's some of this total absolute price discrimination you're talking about, which may technically already be illegal. Number 2, I think that it's unquestionable that the platforms have become essential to commerce, the main tech platforms. I'm not in any ways thinking you can do without them. And so I think we need to understand which of them need to be treated more like utilities, and which of them need to be not allowed to discriminate in favor of themselves or as between customers to try to maximize their extraction. Can I hold you on that one for a minute before you go sure. Because I always, when I hear this, it makes sense to me. And then I think to myself, do the people I know who focus on how utilities act and are regulated seem happy with the situation? And the answer is no. They all think it's a total disaster. So when you say they should be treated as utilities, but you worked in the Biden administration, everybody who works on, say, green energy will tell you that the models and regulatory structures of the utilities is like a huge, huge, huge problem. What specifically do you mean? It's a good question, and I've spent a lot of my life exposed to that. But I think what's important about utility regulation is what it doesn't allow to happen. Like the electric networks, the electric utility regulators are not perfect. On the other hand, if you think about the electric network, it has been an extraordinary foundation for people to build stuff on, and the reason they're able to build on it is they don't think the electric network is going to take like half their profits if you invent the computer on top of it. On n'a jamais eu de débat sur la neutralité de l'électricité. The electric network is going to decide that, it likes Samsung toasters instead of like LGE, I don't know, whoever else's toasters, Zenith, something like that. So they don't discriminate between manufacturers on the electric network. And so I think we need to understand and look carefully at which part of the platforms are the most like the electric network or the broadband network, where they are essential to the rest of the business, therefore need to play by different rules. And some of those main rules, the most obvious are duties of treating everybody the same, so they don't play favorites. And then if you've got it figured out, you get to the question of price regulation. Maybe Amazon's margin be capped at 30% or something like that. And then number 3 for you? Number 3, I think we need a constant, I'm an anti-monopoly kind of guy, constant pressure on the main tech platforms so that they stay, I guess, insecure in their position and aren't able to easily counter new forms of competition. I think you have to take out of the picture the easiest ways of tamping down or eliminating challenges to your monopoly. I think that's been a really important thing in U.S. tech since AT&T, since IBM, since Microsoft, of keeping the main dominant market players insecure and force them to succeed, to improve themselves, as opposed to buying off the competitors or excluding them. So that's my 3rd.
So before we wrap here, I want to return to something we've sort of been circling, which is what kind of competition do we want to be? J'ai l'impression que c'est vrai, ça, Careframe. Tim, one thing you said earlier was that there can be this difference between competition and toxic competition, which, if you read a lot of economic commentary from the early 20th century, you hear a lot about that, and I feel like we don't talk about it that much anymore. But this is a place where I've been skeptical of the argument that many problems will be solved by breaking up the big, particularly attentional social media and algorithmic media giants. That I don't think Instagram has gotten better under pressure from TikTok. I don't think that more ferocious innovation and entrepreneurial work to capture my attention or my children's attention is necessarily good. Maybe the problem is that the entire thing that the companies are trying to do, whether there are 2 of them or 50 of them, is negative. Yeah, it's a really good point and a good question. I think in the markets you're talking about, we have a serious failure to wall off, discourage, ban, or ethically consider wrongful the most toxic ways of making money. So there is such a thing as healthy attentional competition, like making a great movie that keeps the audience enraptured for 2 hours. Producing a great podcast. That is good attentional competition. And frankly, the intentional market, includes all these forms. But we have just allowed the flourishing of negative models. So I think, if you had a world in which you had much more limits on what counted and what was frankly legal in terms of manipulating your devices, you would see more positive competition if you broke up some of these companies. I just think the entire marketplace of social media is cursed by the fact that we haven't gotten rid of the most brutal, toxic, and damaging business models for our country and for our children and for individuals. I think that is a nice place to end. So, always our final question. What are 3 books you'd recommend to the audience? And Tim, why don't we begin with you? Sure, I'd start with E.F. Schumacher's Small is Beautiful, Economics as if People Mattered. And I say that because it targets this question of what kind of world do we want to live in. And, I think our efficiency obsession is taking us in one direction, and I think we should choose a different direction. A second book is more recent. Cass Sunstein wrote a book on manipulation that I think has been is underrated and is really good for understanding what we have allowed to happen. It's called Manipulation, What It Is, How to Stop It. The last book, I guess this is where I got some ideas about tech platforms and the big picture, is from Paul Kennedy, Rise and Fall of the Great Powers. I feel everything is on a cycle, and every empire has its destiny, its golden age, its decline, its stagnation and fall. And I feel like understanding imperial dynamics is very important, understanding the technological empires of our time. Corey? Yeah. So my first pick is Sarah Wynne Williams' book, Careless People. And it's a great example of the Streisand effect, that when a company tries to suppress something, it brings it interest. So Wynne Williams, she was a minor diplomat in the New Zealand Diplomatic Corps. She became quite interested in how Facebook could be a player geopolitically. She started to sort of nudge them to give her a job as like an intergovernmental or an international governmental relations person. No one was very interested in it, but she just sort of kept at it until she got her dream job. And then the dream turned into a nightmare. My second choice is a book by Bridget Reed. It's a book called Little Bosses Everywhere. And Little Bosses Everywhere is a history of the American pyramid scheme. And it's an argument that the American pyramid scheme is kind of it's the center of our current rot. And everywhere you look in the MAGA movement, you find people who have been predated upon by the kinds of scams that are characteristic of this, and who've adopted the kind of toxic positivity that comes with it. It is an incredibly illuminating, beautifully researched book. And then the final book is a kid's book by my favorite kid's book author ever, this guy called Daniel Pinkwater. And last year he had a book out from Tachyon Press called, let me find the title here, Jules, Penny, and the Rooster. And recapping the plot of this book would take 10 minutes because it is so gonzo and weird. But suffice it to say, it revolves around a young woman and a talking prize dog
who find a haunted woods nearby where the young woman is welcomed by a sort of Beauty and the Beast story as a kind of savior, but who wants no part of it. It's funny, it's madcap, it's gonzo, it's full of heart. It is like everything great about a kid's book. I read my daughter so many Daniel Pinkwater books when she was little. They're so fun to read at bedtime. It's a middle grade book, and I can't recommend it highly enough. Mais probablement, ouais, hein, le monde escroqué qui parlait. J'ai vu une vidéo YouTube justement là-dessus. Thank you very much. Apparemment que le service n'a jamais marché. Ben non, c'est ça. C'est un téléphone plaqué or, mais il fait rien. C'est très, très dense. C'est un vieux modèle d'une autre... genre un vieux... Apple Magès, ça danse. Merci beaucoup, Oli. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Remi, encore. Je vous remets... Ben oui, il m'avait demandé quel genre d'illustration tu veux. J'ai dit n'importe quoi. Tant que Zuckerberg l'aime pas du tout, puis ça a donné ça. C'est ça. C'est de la poésie. Il a l'air pas mal la chose. Est-ce qu'on invite les gens à te suivre sur Facebook? Ils verront pas grand-chose. Je suis pas un gars de contenu ben. Bon, ben des fois, tu viens jouer à Donjon avec nous autres. Ben oui, absolument. Ben oui. Fait que, merci beaucoup, vous avez été bien swell. Tu repasseras, si jamais, est-ce que je joue les 2-3 derniers clips que tu nous as amenés? Il y avait... Je me rappelle pas c'est quoi. Il y avait ça ici. Quand je pense qu'il me reste de l'an plus 2000, que un classique. 383 jours avant l'an 2000, je suis bouleversé. Mais oui, juste ramener le point, étonnant, mais le cycle de bullshit qui est pas pendant nouveau que vous, pas là, tout. insouciant et jambes en l'air, vous ne à chaque fois, les journalistes font leur job de journaliste, c'est-à-dire laisse profondément le bug de l'an 2000. Je pense à tous ces gens qui seront peut-être privés de services essentiels à cause de cet obscur bug. Ce qui était rare de l'entrevue aujourd'hui, c'est le vérificateur général, des cerveaux qui planchent sur la question. Mais ne réalisez-vous pas à quel point c'est sérieux cette histoire de bug? Vous ne savez pas? Reviens, je comprends. Reviens en arrière pendant que je parlais, il était bon. OK. 23 jours avant l'an 2000, je suis bouleversé. Oui? Ah non, c'est étonnant, mais je suis très concerné par ça, moi. Pendant que vous, là, insouciant et jambes en l'air, vous ne pensez qu'à planifier votre beuverie de cordonnier ou jus d'orange sur les Champs-Élysées, moi, je crains profondément le bug de l'an 2000. Je pense à tous ces gens qui seront peut-être privés de services essentiels à cause de cet obscur bug, comme l'a encore répété ce matin le vérificateur général, d'ailleurs, dans son rapport. Mais ne réalisez-vous pas à quel point c'est sérieux, cette histoire de bug? Vous ne savez pas comment c'est terrible! Mais vous allez le savoir, parce que je vais vous révéler en primeur ce soir la véritable identité du bug. Alors couchez les enfants, je vous en prie, sortez le chien et leur faites un petit trou au fond d'une boîte en carton pour pas vous brûler la rétine. Voici en primeur la douleur le bug de l'an 2000. Je suis le bug Jane de m'a l'an rappelé, 2000. Whiz. Je suis Bruno Blanchet dans ses débuts, mesdames et messieurs. Il n'y a rien de mieux que Bruno Blanchette pour imaginer un bug. Et on voit un reportage aussi utile que celui de Bernard de Rome qui s'en va interviewer des chiropraticiens américains pour savoir combien de morts de cours. Très important de savoir qu'est-ce que tu fais avec ton cheval pour le bug de l'an 2000. Non, merci, Bruno. Excusez-moi, vous n'étiez pas une étoile filante la semaine passée? C'est mon frère. Ah. Whiz. Je verrais Mathieu Boudreau dans un site quand même. C'est vrai, hein? Whiz. OK, merci beaucoup. Débarrasse, c'est bon. Vous savez, je suis on a un visage... talk show, hein, le bug. On a un visage sur... Bonjour mes amis, oh yeah. en direct de Sainte-Julienne du projet Cité Liberté, oh. Première maison Bitcoin au monde. On a nos 2 maisons ici. Hey, ça bouge. Ils vont être prêtes. En tout cas, il va en avoir une de prête au mois de mai. Avis à tous les citoyens de la région de Sainte-Julienne, Rawdon et environ. Une autre maison très rare. La maison toune de ça, c'est la phase la toune de Bitcoin des frères Tadros. The Bitcoin By 2030, almost 80% of people. Ah, ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans mon feed du AI Slop intéressant. They had no money, no purpose. Surprenamment déplaisant. But they had a lot of time on their hands. The less people actually did physical work, the more they wanted to appear as if they did. What if we could use the energy of humans to power the machines that took away their jobs? Energem solved our need for energy and your need for purpose. Bam! Mic drop.
Tabarnak. Ça fesse. Hey, merci beaucoup, Olivier. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, Tommy. Merci pour la gentillesse et les petits commentaires. C'était bien le fun. Parfait. Ça, tu verras pour nous en monter un autre dossier si tu le fais à un moment donné. Absolument. Nous, il nous reste un Alexis puis quelques petites découvertes pour la fin du show. Merci tout le monde. Je reste tranquille. Oui, tu peux rester si tu veux. Là. Mais on se paye une petite pause.